Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Antoine Carpentier. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'au 7e étage de la tour Tip & Shaft à la base. Depuis, alors, tu n'habites plus à Trinité, mais tu es quand même des racines trinitaines encore solides. On est ravis de t'accueillir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Alors, on le disait juste avant de lancer l'enregistrement, il est un peu particulier. D'abord parce qu'on va le voir, tu as un parcours qui est issu d'une famille qui a fait beaucoup de bateaux. Et au final, c'est assez rare. On a évoqué quelques dynasties avant, mais voilà, c'est assez rare et ça va être assez important pour le souligner parce que les Carpentiers, c'est un grand nom de la voile depuis au moins 2 générations, peut-être 3 bientôt. Moi, ça m'intéressait de t'inviter aussi dans Into the Wind parce que tu as un parcours d'équipier, souvent dans l'ombre, qui à intervalles réguliers monte des projets perso, mais avec toi, tu as 50 ans, tu l'as dit tout à l'heure quand on a fait les tests micro. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut faire une grande et très belle carrière avec beaucoup de victoires, on va le voir aussi, mais en étant un équipier avec un projet à soi de temps en temps. Ça arrive de plus en plus fréquemment avec la professionnalisation de la voile, mais toi, tu vas vraiment l'incarner. Et tu es disponible alors que la plupart de tes petits camarades sont en mer en ce moment parce que tu vas participer à plusieurs étapes de la Globe 40, qui est un tour du monde en classe 40. Et je voulais savoir, c'est notre accroche actu habituelle dans Into the Wind, tu as regardé la carto juste avant. Est-ce que tu es commenté dans cette période où souvent les marins, dans cette partie de l'année, sont en mer, en train de faire une transat ou une grande course? Toi, comment t'es de devoir rester un peu à terre, regarder les petits camarades, surtout qu'on est en train de vivre la fin de course des classes 40 sur la transat Café Lor. T'es accro, t'es un peu frustré, dans quel état t'es? C'est un peu un mélange de tout. Forcément, il y a un peu de frustration parce que ça va être la première Transat Jacques Vabre que je fais pas depuis quelques années, depuis 10 ans peut-être. Voilà. Après, c'est bien aussi d'être là à l'automne parce que c'est des activités que j'aime bien. Aller en forêt, donc souvent à cette période-là, effectivement, on n'est pas là, donc on est un peu privé de cette activité annuel. Et puis ça fait du bien d'être un peu présent aussi pour mes enfants et ma chérie, quoi. Donc fait un peu le plein avant de repartir sur le Globe 40 comme tu le disais, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe de cette Globe 40 parce que c'est un tour du monde. En gros, c'est le Boc Challenge en classe 40. Mais en double. Ouais, alors c'est un concept assez particulier qui est hyper intéressant. C'est une course autour du monde en classe 40 en double avec des changements d'équipiers possibles. Exactement, avec il y a 6 étapes et du coup ça s'étale sur une période assez longue parce que ça augmente un peu le tour s'il n'y a pas d'escale, quoi, hein. Donc on fait des petits crochets pour aller chercher les petits ports les étapes, quoi. Et puis c'est des bateaux qui sont plus petits que la course dont tu fais référence, donc c'est plus maniable. Donc effectivement à deux c'est quand même sympa parce que tu peux quand même mener le bateau à 100% de ses capacités et tu te marches pas dessus. Donc voilà, après faut tomber avec les bons binômes, c'est sûr, mais avec Yann on se connaît bien, donc c'est hyper agréable. Donc oui, tu vas embarquer avec Yann Lipinski sur Crédit Mutuel. Voilà. Et du coup, j'ai hâte de retourner naviguer sur le projet. Alors du coup, tu fais quelle étape là? Les bateaux sont arrivés à la Réunion à l'issue de la
première, enfin c'est une fausse première étape, quoi. C'est une deuxième étape. C'est une deuxième étape. Donc moi j'ai fait le prologue qui allait de Lorient à Cadix Voilà. déjà, là, c'était au mois de septembre. Après on a fait Cadix Cap-Vert. Donc Oui, ça c'est ça. c'était la première étape qui est une petite étape en fait parce que ça a duré 6 jours et donc la seconde étape qui est la plus grosse étape du tour du monde, ils viennent de la finir effectivement, ça arrivait à La Réunion donc ça faisait Cap-Vert La Réunion. Donc Yann a couru avec Amélie Grassi sur cette étape-là. Et la prochaine, c'est encore Yann et Amélie. Après, ça va être La prochaine, elle va de La Réunion à Sydney. À Sydney, en Australie. Donc, celle d'après, ça va être Sydney, Valparaiso. Donc, celle-là, normalement, je la fais avec Amélie, puisque Yann, je pense à juste titre, pense que c'est quand même judicieux de faire une petite pause pendant ce long tour du monde qui dure 8 mois. Donc, c'est quand même une longue période. Et puis après, donc il revient sur le bateau avec moi, et j'enchaîne Valparaiso, Récif avec lui, donc on va faire notre premier Cap Horn ensemble tous les deux. Et sur la dernière étape, on ne sait pas encore qui va accompagner Yann. Il voulait prendre sa décision, attendre un peu pour prendre sa décision d'annoncer ça. Et du coup, ça fonctionne, c'est vraiment une équipe à trois, vous échangez tout le temps tous les trois, ou c'est vraiment des binômes qui fonctionnent séparément, hein? Alors non, c'est des binômes, mais on fonctionne à trois. Moi, c'est évident que je leur envoyais des messages quand ils étaient sur leur étape. On avait un peu discuté aussi avec Amélie, mais elle était sur une autre course, donc quand on naviguait, donc c'était plus compliqué. Mais non, moi j'ai communiqué beaucoup avec eux, puis surtout après la course pour savoir comment ça allait, parce qu'il y a quand même eu un peu de déception. Ils finissent troisième. En ayant mené 80% de la course, ils finissent troisième. Voilà, donc ça arrive, c'est des coups durs, mais on va s'en remettre, c'est qu'une étape de toute façon, et puis il y en a encore d'autres, quoi. Et toi, en tant que marin et compétiteur, comment tu vis le fait de courir par intermittence, mais de ne pas faire tout le parcours en entier? C'est facile d'arriver, de repartir, de J'ai revenir? envie de dire, c'est des questions que je me pose pas parce que j'ai pas la main sur ça et en fait, je suis plutôt de nature à pas me torturer l'esprit. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui me contrarient ou pas, d'ailleurs, je suis assez imperméable à ça parce que si j'y peux rien, ça sert à rien de me voilà. Donc je le vis plutôt bien. C'est plutôt, je vois les côtés positifs, c'est que je vais arriver frais et puis avec une bonne envie de naviguer à Sydney et puis pendant ce temps Yann va pouvoir se reposer pour lui aussi arriver plus frais sur l'étape d'après, donc c'est un plus pour le projet. Je pense que c'est plutôt une force qu'on a de tourner à 3, ouais. Tous les équipages font ça? Pas forcément, il y a rien d'obligatoire, l'équipage belge, ils sont 4, les Réunionnais aussi, je crois qu'ils sont nombreux. Après, il y a 2 équipages où ils veulent tout faire à 2, quoi. Donc, je crois que c'est l'Autrichienne qui fait ça avec son homme et l'autre équipage, je sais plus qui est-ce que c'est, les deux Allemands, les deux jeunes Allemands, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que c'est une course assez longue, hein. Ah bah oui, 8 mois, je t'ai dit. Et puis là, l'étape, ils viennent de passer 28 jours en mer, les premiers. Donc les derniers, ils sont arrivés avec 38 jours de mer dans les pattes, quoi. Donc oui, c'est des longues étapes, ça attaque bien le bonhomme, quoi. Et le fait de faire ça en classe 40, alors que c'est un parcours qui est plutôt dédié, qui a longtemps été dédié essentiellement aux 60 pieds. En gros, je schématise un petit peu, quoi. Oui. Il y a déjà eu des tours du monde en classe 40, mais là, celui-là s'installe, c'est déjà sa deuxième édition. On voit qu'il s'installe bien dans la durée. Est-ce que c'est un enjeu particulier de faire ça en classe 40? Bah, c'est un enjeu particulier, ça donne accès à des tours du monde à des prix un peu plus raisonnables que si on fait ça sur des 60 pieds ou des plus grosses machines, c'est sûr. Voilà, après l'intérêt qu'il y a, c'est si on arrive à être 15 ou 20 bateaux sur un tour du monde, ça sera énorme. Pour l'instant, c'est pas encore le cas parce que comme tu le dis, c'est que la deuxième édition. Il faut que les gens prennent un peu confiance dans cette course et voilà. Et donc nous on est très contents d'y aller parce que ça change un peu de la routine du circuit habituel classe 40.
ça reste une course en classe 40, donc on perd pas la main sur nos supports, au contraire, quoi. Enfin, je pense Ouais. on va apprendre énormément de ce Tour du Monde, quoi. C'est clair que vous allez connaître le bateau par cœur à l'issue d'un Tour du Monde de plus de 20 000 milles de course, quoi. Ah bah oui, c'est sûr que pour Yann, pour l'année prochaine, pour la Route du Rhum, il aura une connaissance de son bateau que peu de marins auront au final, parce que ça sera celui qui aura fait le plus de milles sur sa monture, quoi. T'es sensible à la dimension voyage parce que je parlais du Box Challenge et en fait j'avais en tête plutôt les étapes et tous les coureurs qui l'ont fait. Donc le Box Challenge c'est le Tour du Monde avec escale en solitaire en 60 pieds. Ils étaient tous très très sensibles au fait qu'il y avait des escales où les coureurs avaient le temps de se retrouver, on avait le temps de profiter des escales, donc la dimension voyage était importante. T'es sensible à ça toi? Bah, la Valparaiso, dimension est-ce que tu serais voyage, allé à Valparaiso sans faire cette course-là par exemple? bah non, c'est sûr qu'il y a des endroits sur Terre où j'aurais jamais été si j'avais pas eu une course qui m'y avait amené. Je pense à Salvador de Bahia, je pense à voilà, des endroits comme ça que j'ai découvert par l'intermédiaire des courses. Même quand j'étais plus jeune, on a été en Sardaigne dans des ports qui étaient magnifiques. C'est sûr que le monde de la régate m'a fait voyager, quoi. Et après, est-ce que je fais ce métier-là pour ça? Je suis pas sûr, en fait, parce que je suis mine de rien, je suis assez casanier dans le sens où j'aime bien me retrouver chez moi. Voilà, alors le chez moi, c'est peut-être juste ma famille, en fait. Donc le voyage, oui, mais sans ma famille, je suis moins attiré par ça. Je te cache pas que je préférerais que mes enfants viennent à Valparaiso pour l'arrivée. Ça serait bien. Et je parle de mes enfants, mais ma chérie aussi, bien entendu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce bateau Crédit Mutuel, qui est le deuxième, une évolution du plan raison, qui avait quand même bien changé la donne quand il était arrivé sur le circuit Bah écoute, ouais, le bateau, donc on a essayé de faire un bateau qui était avec des formes un peu plus tendues, parce qu'on a essayé de travailler un peu dans les points faibles du premier plan raison qu'il y avait. Voilà, après la mise au point, elle est longue. Avant de tirer des conclusions, il faut vraiment aller chercher toutes les améliorations qu'on peut faire à droite à gauche. Mais là, je pense que le bateau, on commence à avoir bien bossé dessus. Hein. Sur la Normandie qu'on a fait avec Yann, on finit quatrième. Mais bon, on aurait très bien pu faire un podium. Donc, on a réussi à bien le faire évoluer et puis le fiabiliser. Là, c'est en cours, quoi. J'ai envie de dire, c'est en ce moment que ça se fiabilise. Non, il est quand même bien fiabilisé aussi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gros dégâts sur le bateau, même sur la grosse étape là. Voilà. Toi, avec le temps, tu es devenu un spécialiste vraiment de la classe 40, on y reviendra dans ton parcours. Comment tu juges un petit peu l'évolution de la classe là, ces dernières années entre tes premières Jacques Vabre et maintenant? Oh, mes premières Jacques Vabre, c'était il y a longtemps. C'est sûr qu'il y a eu... La classe 40, il y a eu plusieurs évolutions pour moi. Il y a eu vraiment les premières générations de bateaux. Je me rappelle des Pogo 1 qui étaient en monolithique, qui étaient même pas en sandwich. Donc les bateaux, on prenait de la bastac, ils pliaient, quoi. Les tailles, ils se tendaient jamais, quoi. Et puis on le sentait dans le comportement du bateau. Et puis après, moi j'ai eu la chance de naviguer donc sur le Pogo qui était fait dans le même moule, mais en sandwich, donc beaucoup plus raide. Les 40S. Les 40S. Et moi j'ai déjà vu une énorme différence à cette époque où on avait du mal à dépasser les 13-14 nœuds avec les monolithiques, et là on arrivait à tenir des moyennes de 17 nœuds quand on était au bon angle avec la bonne force de vent. C'était un autre monde, quoi. Et puis donc après il y a eu j'ai eu la chance de naviguer sur un Mach 2 une fois où c'était quand même relativement, c'est le plan Manuard, ouais. Voilà. Donc ils révolutionnent un peu la classe quand ils arrivent. Ouais, déjà c'était un des meilleurs nez pointus de l'époque, et puis rapidement il y a eu le Mach 3 sur lequel j'ai navigué avec Maxime Sorel, qui était déjà à chaque fois qu'il y a eu un nouveau bateau qui sortait, c'était un monde nouveau. On gagnait 10% à certaines allures, c'était... Et puis après les Mach 3, il y a eu le Mach 4, donc le bateau que j'ai eu pour faire la Route du Rhum et la Jacques Vabre. Et pareil, c'était par rapport c'était le premier SCO que Sam Manuard dessinait. Et le bateau, c'était dingue, quoi. On regagnait encore 15% par rapport à la génération d'avant, et du coup, ce qui permet aussi aux classes 40 maintenant de finir en même temps que les derniers IMOCA quand on part en même temps qu'eux, quoi. Donc c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Et là, en termes de perf, on arrive peut-être à un plateau où les nouvelles générations de bateaux sont moins
Bah, j'ai envie de dire Le gain ça serait logique que le gain devienne moins là, important. depuis que les SCO ils sortent, il y a beaucoup moins de différence entre les premiers SCO qui sortent et les derniers SCO qui sont sortis que entre les premiers SCO et la génération avant les SCO. Si tu veux, la différence, elle est peut-être 4 ou 5 fois moins grande, quoi. Donc, et puis ça dépend des allures. En fait, chaque SCO conserve des allures où il est un peu favorisé par rapport aux autres formes de carène SCO. Donc après, c'est celui qui arrive à être le plus polyvalent, c'est celui qui est le mieux mené aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a des bateaux qui sont identiques, qui sont pas du tout à la même place sur la Transat Café l'Or, par exemple. Donc il y a aussi l'histoire des bonhommes, des voiles aussi. Les voiles ont un énorme impact, hein. On oublie souvent le truc, mais c'est le moteur des bateaux à voile. Donc si on a des voiles qui sont parfaites, on va beaucoup plus vite qu'avec un jeu de voile qui est un peu moins bien. Et voilà, donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'un bateau avance ou pas, quoi. On en parlera tout à l'heure, mais t'as un projet perso à venir, ou tu cherches à construire quelque chose, ou Alors pour l'instant non, parce que donc quand j'ai eu mon projet, c'était donc avec Redman en 22? 2020, 2021, 2022, on va dire. Le projet a démarré en 2020. On ira en détail, hein. Et puis donc c'était quand même sympa. Après le truc, c'est que c'est beaucoup de travail. Donc même les jours de présence que j'ai chez moi, en fait, je bossais. J'avais des grosses journées où je voyais très peu mes enfants, très peu ma chérie. Enfin, je la voyais un peu plus parce qu'elle m'aidait dans le projet. Donc, mais bon, on discutait beaucoup du projet et ça prenait beaucoup de place. Voilà. Après, et puis Rainman pouvait a décidé de continuer, mais avec beaucoup moins d'implication, et du coup ça devenait très compliqué pour moi de maintenir un projet. J'ai eu des propositions de navigation avec Yann, notamment l'année après la route du Rhum, et du coup j'ai pas j'ai pas cherché à continuer ce projet. Et puis donc voilà. Et puis là, depuis que je bosse avec Yann, c'est quand même mes journées sont quand même beaucoup plus relax quand je suis à la maison. J'ai pas des journées de 8 heures d'informatique, des mails, et puis des 8 heures de navigation, et puis le reste du temps, bah, il reste plus beaucoup. Mais et puis non, alors du coup, c'est un peu un petit confort que j'ai toujours eu pendant ma carrière, hein. Comme tu le disais, j'ai été équipier quasiment toute ma vie. En fait, j'ai pas eu beaucoup de projets en mon nom. J'ai eu un projet en Diam 24 et le projet en classe 40, voilà. Mais j'ai pas eu beaucoup de projets en mon nom, quoi. Mais du coup, ton projet de pain, cette vie d'équipier qui est très chargée et très Bah, pleine de succès, hein. Je t'avouerai, comme tu le disais, j'ai 50 ans, donc il faut aussi que je pense à une reconversion. Mais bon, je suis quand même un mordu des courses au large et tout ça, donc ça va être compliqué de me faire arrêter à 55 ans. Mais non, dans les possibilités de reconversion, bah, je vois effectivement, un truc qui me plairait bien, ce serait de remonter des projets, mais dans l'optique de faire naviguer des jeunes et de transmettre un savoir, quoi. Donc c'est d'avoir un projet, pourquoi pas en classe 40, parce que ça reste une dimension que j'aime bien, que c'est des bateaux qui sont rapides, qui sont intéressants, et bon, qui sont un peu inconfortables, mais bon, je crois que les IMOCA c'est pareil, et puis les Multi 50 c'est la même chose, enfin les Ocean 50, pardon. Et donc faire une transmission de savoir, donc voilà, en gérant un projet, et puis en offrant à un jeune la chance de pouvoir naviguer. Et puis, comme je suis pas non plus un adepte du solitaire, ça peut être former un jeune justement qui a envie de faire un peu de solitaire, à faire des routes du Rhum, ou on verra. C'est en réflexion pour l'instant, mais Très il va bien. falloir que ça aboutisse à un moment. On y reviendra peut-être en guise de conclusion. Là, on va faire notre flashback habituel, et on va repartir du coup en 1975, si je me trompe pas, puisque tu es né en août 75, là aussi, si je me trompe pas. Alors, c'est ce que j'ai dit en introduction, tu nais dans une famille un peu particulière où, d'une part, ton père navigue beaucoup et a toujours beaucoup navigué, et ton oncle, Patrice Carpentier, ton père c'est Jean-Michel Carpentier, et ton oncle c'est Patrice Carpentier, lui, il est journaliste, et il a fait aussi beaucoup de bateaux, notamment plusieurs Vendée Globe. Est-ce que, quand on est dans les années 75 à Vannes et qu'on s'installe, tu vis je crois que tu vis assez vite à La la Trinité, ouais. Trinité, hein, voilà. Est-ce que,
c'est obligatoire de faire de la voile? Est-ce que t'as pu faire du foot comme tous les gamins J'ai normalement fait, constitués? Est-ce que t'as eu le droit ou est-ce que c'était voile obligatoire? Ah non, j'ai fait du foot. Après, j'ai fait de la voile aussi parce que mon père était très impliqué dans la vie du club de la SNT. La Il a SNT. été président de la SNT pendant une grosse dizaine d'années, je crois. Je faisais de la voile, j'étais content de faire de la voile. En fait, ça m'attirait. Je faisais de la planche à voile aussi avec ma sœur. Voilà. Après, j'ai fait du foot. J'ai eu le droit de faire du foot. J'étais dans le club de la Trinité-sur-Mer. On était une vingtaine de gamins quand même. Donc c'était. Et puis voilà quoi. Après, c'était un petit club. Ça nous prenait un jour ou deux par semaine. Et la voile, pareil, j'en faisais avec l'école parce que j'étais à l'école primaire de la Trinité-sur-Mer. Donc on avait une journée par semaine où on faisait du dériveur, de l'optimiste. Et puis j'en faisais aussi le mercredi après-midi parce que j'étais inscrit donc dans le club de la SNT pour faire les compètes le samedi en optimiste. Et donc voilà, donc c'est pas une obligation, mais c'était mécaniquement naturel, voilà. quoi. Après, c'est évident que comme tous les gamins, à un moment, je voulais pas aller m'entraîner et mon père m'a mis la pression une fois ou deux pour y aller, malgré le mauvais temps, le froid. Et voilà, mais bon, c'est comme, je pense, comme tout le monde dans tous les sports. J'ai fait beaucoup de hand aussi, j'ai fait beaucoup de sports différents et il y a toujours un moment où tu es un peu moins motivé pour y aller, quoi. Et la voile prend le dessus très vite? Je veux dire, c'est une passion ou c'est un sport comme un autre quand t'es gamin? Bah, c'est une passion. Oui, c'est quand même sympa. T'as ton autonomie, t'as l'impression tu fais tes choix. T'es tout seul sur ton optimiste et du coup, je pense qu'il y a quand même une dimension où tu prends un peu ton envol, quoi. Hein. Quand t'es sur ton bateau, t'as une liberté. T'as pas quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça. Pas comme ci, comme ça. Enfin, t'as le coach quoi, qui est sur son Zodiac, mais. Voilà. Après, Mais ce que je veux dire, c'est une passion, qui t'embarque tout de suite. T'as les posters dans ta chambre, tu veux faire le Vendée Globe quand tu seras grand. Ah non, alors oui, j'avais des posters de bateaux, mais c'était plus Xerius ou tu vois des bateaux comme ça, Roger Gallet. Oui, j'ai eu des posters comme ça dans ma chambre d'ado parce que mes parents sont séparés donc quand j'avais 11 ans, donc j'ai vécu à Paris donc de mes 11 ans à mes 16-17 ans en fait avec ma mère et mes sœurs. Et donc dans ma chambre à Paris, oui, j'avais des posters de bateaux, de voitures aussi. En fait, j'étais ouvert à plein de choses. J'aimais bien découvrir tous les sports et tout ça. Jamais je me suis dit je vais faire marin pro à aucun moment, quoi. C'est plus tard quand j'ai commencé. Donc quand on est parti à Paris, j'ai arrêté le dériveur, donc j'ai arrêté à l'optimiste. J'ai pas fait tout ce qui est 420, 407. Et par contre, c'est là où j'ai eu la chance d'être dans une famille de marins, c'est que mon père, il continue à naviguer, et puis à 11 ans, il a commencé à m'emmener avec lui sur des courses transmanche. J'ai dû faire ma première course d'Inard à 11 ans, si tu veux. Oui. Donc voilà. Après, on a fait des Swan World Cup, on a beaucoup navigué avec lui quand on était adolescent pendant les vacances, les week-ends d'entraînement d'hiver. Moi, je revenais de Paris tous les 15 jours pour aller faire les week-ends d'entraînement d'hiver. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est qu'à l'époque, la Trinité, c'est le centre du monde de la voile française, quoi. L'Orient n'existe quasiment pas. Oui, c'est vrai. C'est un endroit très, très particulier, quoi. Ah bah, c'était the place to be il y a 25 ans. C'est sûr qu'il y avait plus de dynamisme à la Trinité qu'à l'Orient. Maintenant, on peut plus dire la même chose, mais oui, c'est sûr que c'était facile pour moi parce que mon père était déjà dans le milieu, il avait accès à des bateaux. Ton père, c'était un amateur, c'était pas son métier, hein. Bah alors mon père, c'était pas son métier, mais il courait. En fait, il était broker de bateaux, de Swan notamment. Donc voilà, donc c'est pour ça que je parle de Swan Cup et tout ça, c'est qu'on a souvent couru avec des clients qui venaient d'acheter un bateau. Il nous emmenait, il m'emmenait avec lui. Donc on a fait des Swan World Cup, des European Cup, voilà quoi. Et il avait un Swan à lui. Il avait un Swan 42. Il a toujours son Swan 42, mais bon, qui est pas à flot, qui est dans un hangar, mais écoute, il a toujours son Swan 42, qui sont des bons bateaux, hein, parce que c'est quand même c'était la Rolls-Royce des mers à l'époque, quoi. Et cet apprentissage, où tu le fais dans le siège de ton père, il dure jusqu'à quand? Enfin, tu navigues longtemps avec lui, ou il y a un moment tu prends ton envol et tu commences à avoir des embarquements à côté? Et là, on parle que de voile en équipage. Hein. Ouais. Là, c'est que de la voile en équipage. Ce qu'on appelle l'IRC Exactement, ouais. Et j'ai commencé à faire un peu de monotypie quand je suis revenu en fait en Bretagne. On a fait du First Class 8, notamment dans le cadre du Trophée des lycées. Enfin, j'avais même fait un trophée des lycées avec mon lycée parisien.
Et puis l'année d'après, je suis arrivé en pension à Saint-François-Xavier à Vannes là, et donc j'ai fait 2 ans de lycée à Vannes. On a fait le trophée des lycées, et puis là je continue à naviguer avec mon père sur les entraînements d'hiver, mais j'ai commencé à avoir d'autres propositions sur d'autres équipages. Notamment, j'avais fait un Spire West France avec François Lamiot qui faisait du Figaro à l'époque. C'était un des premiers équipages pro avec lesquels je naviguais, on va dire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai de moins en moins navigué avec mon père, parce que déjà, je pense que j'avais peut-être fait le tour, j'en sais rien. Et puis surtout, j'avais envie de voir comment ça naviguait sur les autres bateaux aussi, quoi. Donc, et puis moi, je suis persuadé qu'on progresse avec tout le monde. En fait, chacun a quelque chose à t'apporter, même si c'est pas sur un réglage, ça va être sur autre chose. Et du coup, de naviguer avec des gens différents, je me suis un peu dit que c'était une façon aussi d'augmenter mon niveau. Et pareil, de changer de support, c'était un peu le même principe. C'est que je voulais faire plein de supports différents pour augmenter mes sens et mes sensations sur les bateaux, quoi. Donc j'ai pris un peu mon envol à ce moment-là. Et puis, j'ai eu l'occasion de naviguer avec Jerry Transo en 99. Et Jerry Transo, faut juste rappeler qui c'est. Donc Oui. c'est un amateur, un pur amateur, et c'est un armateur aussi, qui a notamment une longue lignée de bateaux qui s'appelle les Courriers, mais qui est un amateur extrêmement éclairé et qui court depuis, je pense, 50 ans, un truc comme ça. Hein. Oui, je pense Au qu'il moins, a, je sais pas combien de Fastnet il a fait, et il qui nous a l'a fait, dit l'autre jour, mais qui a fait naviguer beaucoup de gens, qui a un équipage de fidèles et qui a navigué beaucoup de gens. J'ai eu la chance de naviguer deux fois avec lui. On a discuté juste avant. Mais c'est quelqu'un qui a donné sa chance à beaucoup de gens, quoi. Au-delà d'avoir eu des bateaux et fait naviguer des gens, il s'est investi dans beaucoup de projets avec beaucoup de marins. Hein, donc, il a mis des petits tickets à droite à gauche. Quand vous voyez Custopol sur un bateau, voilà, c'est souvent. Et il y a eu beaucoup de bateaux avec un petit logo Custopol. Il a aidé beaucoup de gens à naviguer. Et Alexis Loison, toi notamment. Oui. Et bien d'autres. Ouais. Et puis du coup avec Jerry, j'ai navigué pendant des années avec lui, puis je continue à faire de la monotypie un petit peu sur du J80, des classes 8, j'ai fait de l'Open 750 aussi un peu, du Maxi 50 une fois là. Et puis voilà, puis en même temps parallèlement je faisais mes études, donc je suis resté 2 ans à Vannes, pendant lesquels on a fait notre premier Tour de France avec mon père. Alors, juste avant, je voudrais savoir à quel moment tu passes de l'ado qui touche à tous les sports, parce que tu as une bonne constitution, hein, physiquement, tu es assez robuste. À quel moment tu passes de je touche un peu à tout au moment où je deviens, pas pro de la voile, mais je me concentre à fond là-dedans et je fais plus que ça. Moi, c'est compliqué à dire. J'ai fait du hand jusqu'après mon service militaire, donc j'étais déjà plus étudiant. Je continuais le hand, donc même au début, j'étais marin pro. Je continuais à faire du hand un petit peu. Donc après, je fais plus de hand parce que voilà, c'est quand même des sports qui sont un peu traumatisants. Puis à 50 ans, il faut quand même faire attention. Puis quand ton métier, c'est un peu ton corps, t'as pas vraiment le droit de te blesser dans tes activités de loisirs, on va dire. Donc on limite le risque, on a arrêté le hand. Peut-être me remettre au volet, ou je sais pas, je vais voir. Et non, et du coup, ça s'est fait un peu naturellement, en fait. Je suis passé, donc après mes études, j'ai fait mon service militaire. Et puis j'ai eu l'opportunité de naviguer avec Marc Guimot en Open 750 sur l'Open 750 de l'école navale, parce qu'à l'époque ils avaient un Open 750, donc on a fait un Split West ensemble, je crois. Et puis en fait ça s'est bien passé avec Marc et son équipe. Et du coup ils m'ont proposé de venir naviguer sur l'Orma de l'époque qu'ils avaient, qui était la Trinitaine. Donc j'ai mis un pied dans l'Orma, c'était un peu pour moi une chance inespérée, parce que c'était un peu le haut de gamme de la voile de compétition en France. On est en quelle année là? Wow, en 2004 peut-être, non, ou peut-être avant, même 2002 peut-être, il faudrait regarder. En fait on a fait une année avec la Trinitaine, et l'année d'après Marc a été embauché ça s'arrêtait avec la Trinitaine et on a switché sur Gitana. D'accord, c'est là que tu deviens pro en fait. Et c'est à ce moment-là où je suis devenu pro, exactement. Ça s'est fait un peu naturellement, parce que du coup, c'était la voile professionnelle française. Donc là, il fallait facturer et tout. Moi, je sortais de mes études et de mon service militaire. Donc j'étais un peu en mode... je continue à faire ce que je faisais quand j'étais étudiant, en fait. Mais sauf qu'à un moment, comme fallait facturer, donc j'ai dû créer... je me suis mis en micro-entreprise à l'époque.
Et donc j'ai fait ça avec ce statut fiscal pendant quelques années, quoi. Donc ça a été une sorte de glissement progressif, quoi, de ce qui était une passion et Ouais, une c'est un peu pratique ça. Ouais. très régulière. Tout à coup, on t'a proposé Ça s'est un d'être... peu imposé à moi, quoi. J'ai envie de dire, enfin pas imposé, mais c'est arrivé là. Tu vois, c'est un peu, je sais pas, t'arrives dans, t'es cueilleur de champignons, t'arrives dans un champ de cèpes, bah tu les ramasses, quoi. Je veux dire, tu fais. Et là, c'est la même Et tout chose. à coup, t'es payé pour ramasser des cèpes. Et en plus, ouais, en plus t'es payé, donc ça c'est parfait, quoi. Juste avant, tu disais que t'avais... Parce que le Tour va être l'une de tes grandes histoires, comme tu vas en faire. Tu vas faire un très grand nombre, tu vas en gagner beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter quand même ce que représente le Tour à l'époque pour un jeune marin qui accumule de l'expérience? Tu disais que le Bah pour premier tour moi c'était avec ton père. c'est alors ouais, c'est marrant parce que j'avais jamais réfléchi à ça comme ça, mais pour moi le Tour c'était l'épreuve phare qu'il y avait à l'époque. C'était les Russell Coutts qui venaient sur le Tour de France à la voile, les Paul Caillard. C'était le On plus a haut reçu Philippe niveau. Guigné dans notre précédent Ouais, épisode, évidemment, il en a beaucoup parlé. Ouais. ouais, c'était quand même le plus haut niveau en France, toutes catégories confondues qu'on pouvait avoir, quoi. Donc en monotype, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Donc j'ai eu la chance en 94-95 de faire ces courses. Donc justement, c'était les années où il y avait Russell Coutts, Paul Caillard qui venait essayer de botter les fesses des Français. Et puis après, je n'en ai pas fait pendant quelques années parce que je suis parti sur d'autres projets, voilà. Mais je suis revenu en phare 30, ça devait être en 2004. J'avais dû faire une étape du Tour sur Belvédère, je crois. Et en 2005, Jerry avait armé Courrier Dunkerque, alors que ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu d'équipage dunkerquois. Donc on a fait une année avec Jerry et après c'est Daniel Souben qui a repris le flambeau effectivement. Et puis là j'ai dû faire j'ai pas fait 2006 parce que 2006 j'étais parti avec Région Île-de-France avec Jean-Pierre Nicole et donc on avait gagné le Tour en 2006 justement. Et après je suis revenu sur le Courrier Dunkerque. On n'a pas gagné tout de suite mais on a dû gagner 2 ans après et puis on a eu le palmarès incroyable qu'a eu cette équipe. C'était une très belle équipe, quoi. On va y revenir dans quelques instants, mais quand tu fais tes premiers tours, tu les fais dans quelle équipe? T'as pas... Le premier, tu disais que tu l'avais fait Le premier, avec ton père. le Donc là, c'est premier, le c'est jeu 35. Arjo Wiggins Finacor. En 94 ou 95, je sais plus, dans ces eaux-là. Donc là, t'as 19 ans, quoi, t'es tout mignon. Ouais, c'est ça, j'ai 18-19 ans, ouais. Et tu te retrouves comment dans un projet Ah bah, c'est mon père qui a monté le projet, D'accord. donc là pour le coup c'était C'est obligatoire. non mais c'était une chance, c'était un peu c'était un peu une chance qu'on avait quand même, quoi, qui monte un projet comme ça où je pouvais naviguer, on naviguait avec les potes avec qui on naviguait en classe 8. J'avais fait revenir un peu tout le monde sur le projet du Tour, c'était très sympa. Alors la première année on avait dû s'associer avec des étudiants parce qu'on n'avait pas le budget complet. Et la deuxième année, on avait réussi à faire un équipage sans association, c'est-à-dire avec tout le monde avait le même objectif. Donc ça s'est un peu mieux passé parce que bon, mon père a quand même la réputation d'avoir une voix qui porte très fort sur les bateaux. Et du coup, quand tu es avec deux types de personnes à bord, les étudiants qui ont l'objectif d'apprendre et mon père qui a l'objectif de gagner, bah, c'est pas forcément compatible sur un mois. Il y a eu pas mal de tensions et tout. Le premier tour, c'était assez compliqué. Et le deuxième tour, c'était plus simple parce que effectivement, c'était que des gens qui avaient envie de bien faire, qui savaient déjà faire en fait. Donc, il n'y avait pas besoin d'expliquer. Et on a fait une victoire d'étape avec lui. On avait eu plutôt des bons résultats, quoi. Et dans ces années de formation, là, c'est quoi ton poste de prédilection? Oh, alors moi j'ai un peu touché à tout. Alors quand j'ai commencé, Je pose cette question parce qu'effectivement, t'as pas de spécialité. T'es un bah équipier. avec Courrier Dunkerque, j'étais régleur de voile d'avant, Voilà. quoi, pendant quand même des années. Et Mm. puis comme c'est un très haut niveau, c'est ma spécialité, c'est ça, quoi. Après, je dis que j'ai été un peu à tous les postes avec mon père. J'ai commencé numéro 1 quand j'avais 12-13 ans, Classique. et et puis j'ai fait du réglage de spi, du réglage de phoque, j'ai fait du réglage de GV aussi. Je me suis retrouvé au piano aussi sur certains projets. J'ai fait un peu tous les postes. Avec Jerry, ça m'arrive de faire navigateur ou performeur ou second barreur. Voilà, quoi. Et t'as pas de prédilection, toi, ta pente naturelle, ton envie à toi? Mon envie à moi, c'est non, moi je me plais avec tout. Voilà, T'es prêt pour le solitaire?
Bah, je suis prêt pour le solitaire. J'en ai fait un petit peu, un petit peu quand même. Si on revient là, au court passage Orma que tu as évoqué, donc c'est 2004-2005, c'est un peu la fin de la période dorée des Orma, hein, après la Bah, fameuse route du Rhum 2002. ouais, c'était un peu avant la fin quand même, parce que moi je me souviens, on a fait un grand prix à la Trinité, il y avait 17 bateaux. Mm, 17 60 pieds multicoques qui font un grand prix à la Trinité, c'était juste ouais. dingue, quoi. Le truc était. Mais après, je crois que c'est la route du Rhum où il y a eu un sacré balayage. C'est 2002, ça, justement. Ouais, Mm. bah c'était à cette époque-là, quoi. Et puis l'année d'après, effectivement, on était moins nombreux, quoi. On était un peu moins nombreux. Et quel souvenir tu gardes justement de ces saisons Orma? Parce que Bah, c'était dingue. incroyable. Les bateaux, c'était des machines incroyables. On faisait de l'équilibre sur les grands prix. C'était juste. On faisait de l'équilibre à 11 équipiers sur le bateau. Et puis même, j'ai eu la chance de faire un ou deux convoyages avec ces bateaux. Quand tu pars de la Trinité à 8 heures et que tu te dis qu'il faut réserver un resto à midi à Lorient, enfin, quand tu pars en bateau, c'est pas, tu vois, en voiture, ça te choque pas, mais en bateau, c'est que tu te dis, attends, mais il y a 100 000, quoi, donc on va les faire en 3 heures, les 100 000, on est à 30 nœuds de moyenne, quoi. Et puis effectivement, tu arrives à 13 heures au resto à Lorient, quoi. À Brest, pardon. Et oui, tu parlais de Brest, hein, Ouais, parce ouais, que la ouais, Trinité-Lorient, c'est un, ouais, c'est- ouais, c'est un- non, c'est un peu plus long que 100 pardon, 000. ouais, c'était Brest. Euh, et, et, euh, et à ce moment-là, tu te rends compte que tu peux faire de cette passion un métier quand tu commences à être payé, ou c'est juste une opportunité qui tombe Bah, je là, où me rends tu te compte. dis ah, mais en fait ça peut être une carrière, quoi. Bah, je me rends compte sans vraiment me poser la question. J'ai envie de dire que j'étais un peu, enfin moi je me laissais un peu porter, par le truc, tu vois. Quand j'avais pas vraiment envie d'être banquier, j'avais pas envie tu vois, j'avais pas forcément envie d'être comptable non plus, de faire un métier dans des bureaux, je me voyais mal. J'ai eu 2 expériences de stage qui m'ont conforté dans le fait que, en fait, avoir un boss, il faut choisir le boss quand même. Et voilà quoi. Donc, mais T'as fait des études de quoi? j'ai fait un DUG de MIAS à Vannes. Yes, c'est les maths. Maths informatique appliquée à la science. Ouais. Donc j'ai planté ma deuxième année et plutôt que de redoubler, je suis parti en IUP d'ingénierie économique à Grenoble. Donc j'ai fait de l'autre côté de la France et j'ai fait 3 ans d'IUP ingénierie économique de Grenoble. Notamment, c'est un peu à cette époque-là où j'ai connu Jerry. J'ai fait mon stage de fin d'études dans sa société, justement, Custopol, t'en parlais tout à l'heure. D'accord. Donc voilà. Et puis. Donc c'est Jerry qui t'a guéri d'un job dans un bureau, quoi. Non, lui, ça s'était plutôt bien passé. On allait faire du bateau tous les week-ends. Il y avait même des semaines où je rentrais pas à la boîte. Ah ouais. Mais bon, c'était calé, quoi. J'avais annoncé à l'IUP justement que je faisais un stage de 4 mois où je validais que 3 mois parce que j'allais avoir des absences. Voilà. Et dans cette période-là, quand t'es à Grenoble, tu continues à beaucoup naviguer, Ouais, bah j'arrive un peu à tu naviguer fais pas la route l'été. pour la Bretagne, si? Non. Bah les étés, je passais Hmm. 2 mois sur l'eau et puis enfin 1 mois et demi sur l'eau et puis j'arrivais sur les vacances de Pâques venir faire le Spi West voilà, j'ai moins navigué mais j'ai quand même navigué ces années-là sur d'autres projets aussi. C'est à ce moment-là où j'ai rencontré Jerry et qu'on a commencé à naviguer ensemble et tout ça. Et si je reviens juste sur tes 2 saisons en maths, c'est des saisons à plein temps ou tu fais d'autres choses à côté ou tu touches Non, déjà à non, plein de supports en même temps non, déjà à l'époque, moi je naviguais déjà avec Jerry, donc j'ai un peu moins navigué avec lui, mais je faisais de l'orma, à l'époque je faisais de l'orma, c'était les débuts de, je naviguais sur d'autres supports, quoi. Je faisais pas que de l'orma, quoi. J'ai fait de l'Open 750 pas mal à cette période-là, j'ai À dû faire de l'époque, le l'IRC. 750 qui était un bateau essentiellement trinitain, hein, c'était Ah aussi, bah, c'était aussi construit à la Trinité, armé par beaucoup de trinitains. C'était le bateau d'entraînement de la plupart des équipes urbains aussi, quoi, hein. ah bah oui, à l'époque c'était le circuit pro du Spi West France, on va dire, quoi. 80% des pros qui étaient au Spi West France, ils étaient dans cette catégorie-là, quoi. À partir de quand tu vas faire un petit peu de large? Parce que là, alors, plusieurs nuits en mer, quoi. Le tour, on peut faire une ou deux nuits en mer. On peut faire. Il y a certaines courses, les courses anglaises, les classiques anglaises, tu peux passer plusieurs nuits en mer. Mais à partir de quand tu vas commencer à t'intéresser Au transat, on va au dire, transat quoi. et au grand large, voilà.
Bah, je t'avouerais que ça m'avait toujours trotté. Après, moi, j'étais quand même, je pense que j'étais pas mal dans la régate, quoi, au début de ma carrière, parce que ça m'intéressait peut-être plus parce que ça bougeait plus que, voilà, fallait avoir aussi il y avait un côté physique qui rentrait beaucoup en compte, parce que justement, c'est des petites régates, ça se joue à pas grand-chose, donc le déplacement d'un équipier sur le bateau, bah, ça joue sur la performance et du coup, il y avait un degré d'exigence qui était supérieur à ce qu'on a au large, en fait, quoi, si tu veux, parce qu'on pouvait se le permettre, parce que ça dure que quelques heures, et puis que, donc, quelques heures, faire des abdos, ça va, mais pendant 30 jours, tu peux pas, quoi, on va dire, quoi. Donc, la course au large, c'est un peu un compromis, c'est-à-dire que tu peux pas être autant à fond en course au large que tu es sur une étape du tour ou sur une journée et demie de navigation, quoi. Et du coup, je me suis mis, après avoir gagné le Tour de France à la voile, même plusieurs fois, je me suis dit j'aimerais bien quand même faire un peu de large. Euh, et du coup, j'ai commencé à me rapprocher un peu de la classe 40. C'est d'ailleurs avec cette classe-là que j'ai commencé à faire du large. Je crois que c'était en 2007. Il y avait eu la Route du Rhum en 2006. C'était la première année où il y avait les classes 40. Et en 2007, donc bah, toujours Jerry, qui avait fait lui la Route du Rhum en classe 40 à l'époque, donc avait un bateau à disposition et il nous l'a prêté pour qu'on s'en serve. Donc on a fait la Matodo Congo, ça devait être ma première course au large que je faisais. On a passé 29 jours en mer, donc un jour dans le golfe de Guinée à faire moins de 100 000 par jour. Ah ouais. Ouais, c'était long, c'était très long. On n'avait plus d'eau à la fin. Enfin, on avait de l'eau, Ah, mais vas-y, raconte un peu, elle parce que avait je me souviens tourné. pas de cette histoire. Ah ouais? Bah, j'étais avec Arnaud Aubry et Jean-Pierre Nicole. Et on était partis, donc il n'y avait pas de dessal à bord, c'était même interdit, je crois, sur l'épreuve. Elle partait d'où, la course? Elle partait de Marseille et ça allait au Congo. Et du coup, voilà, l'eau avait tourné dans le golfe de Guinée, donc on avait de l'eau, mais on pouvait pas, on pouvait la boire, mais ça nous rendait malade. Donc moi je la faisais bouillir et ça passait, quoi. Mais bon, c'était un peu de boire de l'eau chaude quand il fait 30 degrés dans le bateau. Enfin 30, je suis gentil, 40. Voilà, mais ça avait été une bonne expérience on avait navigué. Moi, ça m'avait plutôt plu dans l'ensemble. Donc voilà. Après, on a C'est eu une destination assez l'opportunité. rare, Bah, c'est hyper rare. le Puis Congo, quoi. ça a été la course a plus lieu parce que ça a été pas mal décrié, un peu les sources de financement étaient un peu occultes, on va dire. Donc on savait pas trop. Et du coup voilà. Donc après j'ai Alors, fait. juste parce que, par contre, pourquoi vous êtes resté 15 jours dans le Golfe Guinée? Parce qu'il n'y avait pas l'air du tout. Enfin, Ah bah c'est connu pour c'est être. connu pour C'est être le sans haut. vent, quoi. Oui, c'est le haut de. C'est quoi? C'est le haut de l'anticyclone de Sainte-Hélène ou c'est encore pas. Ah bah c'est le poteau noir, quoi, j'ai Ah envie non, de c'est le dire. poteau noir, C'est ouais, le d'accord, début bien du sûr. poteau Ouais, noir. c'est le poteau noir. C'est le poteau noir. Donc Ah oui, bien sûr. Ouais. tu te retrouves avec des fois du vent de sud, des fois du vent de nord, des fois de l'est. Ah oui, et tu Et fais tu route à sais travers le pas, poteau noir, et mais puis en le en longeant, le longeant, quoi, quoi. voilà, tu vas jusqu'au bout, quoi. Ah oui. Et puis voilà, après la même année, du coup, on avait réussi à faire la Jacques Vabre avec Arnaud. Donc ma première à Jacques Vabre était en 2007, je crois. On avait fait 10e d'ailleurs, je crois, mais bon, on avait un pogo, comme je t'expliquais, en monolithique, donc le truc n'était pas le bateau le plus performant, mais on était content de notre course. Notre objectif, c'était de faire dans les 10 premiers. Je crois qu'on avait fait 9e ou 10e. On s'était battu contre Luc Poupon et Florence Artaud dans la baie de Salvador de Bahia. Et on avait fini, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un bateau qui s'était intercalé entre nous juste avant l'arrivée, mais on avait fini à 3 bateaux en un quart d'heure, quoi, même pas. Des ambiances un peu Tour de France que j'aimais bien, donc voilà. Et tu t'es adapté facilement à ces longues distances et à cette vie au large qui est différente enfin, qui est bien Ouais, différente de ce que tu racontais, quoi. ouais, alors c'était pas mes premières transats ou mes premières. J'avais ramené un bateau. Ma première transat, c'est que on avait ramené un bateau des Antilles avec mon père, un copain et ma sœur. Et du coup, on avait déjà fait une transat. Donc la vie à bord d'un bateau pendant 15 jours, 3 semaines, on connaissait déjà, quoi. Et donc moi, ça m'avait posé aucun problème. J'avais plutôt apprécié. Et donc voilà, je me suis pas posé la question. Enfin, jamais je me suis dit ça me plaît pas, quoi, en fait. Et quand on commence comme ça à faire des transats, à rentrer sur le circuit offshore, quoi, est-ce que dans ta tête, t'as une petite musique qui se construit sur des routes du Rhum potentielles, sur un Vendée Globe? C'était des trucs qui t'attiraient ou... Bah, je t'avouerais que alors que toutes les années où j'ai été équipier sur des courriers Dunkerque et tout ça, c'est des années où parallèlement je cherchais quand même des budgets pour faire le Figaro et tout ça, et donc
Mais à la fois, j'ai été un peu refroidi par certaines histoires qu'il y a eu, et du coup, j'étais content de faire ce que je faisais parce qu'on avait de la réussite, on gagnait les courses qu'on faisait, on avait une équipe qui était hyper performante. J'ai appris plein de choses avec eux. Et puis c'était l'équipe de Daniel Souben est venue la raconter dans ce podcast. Ouais, Hein, ouais. C'était un niveau de professionnalisme qui était très élevé, quoi. Ah bah moi j'ai de toute ma carrière, c'est l'équipage le plus pointu avec lequel j'ai navigué, ça c'est sûr. Ouais, ouais, c'était. Et puis on s'est tous enrichis les uns des autres, des expériences qu'on avait à droite à gauche. On sortait tous de milieux un peu différents. Il y avait des mecs qui venaient du dériveur, du match race, de la course semi-large, de l'IRC. Enfin, il y avait vraiment tous les profils, quoi. Du coup, on était en train de parler. Tu parlais de tes recherches de sponsors Ah oui, et du pendant coup, cette période-là. voilà, du coup, le solitaire, bah, en fait, j'ai pas forcément trouvé d'argent à cette époque-là, et puis je continuais à naviguer, à être demandé à droite à gauche. Je faisais ce que j'aimais, j'avais des plans intéressants, donc le solitaire, c'est venu un peu plus tard. C'est que dans la carrière d'un marin, si t'as pas fait une route du Rhum, tu vois, on est en France quand même, donc en fait, culturellement, si t'as pas fait de solitaire, t'es pas un marin, quoi. Donc je me suis dit, bah, il va falloir que je le fasse. Et donc effectivement, c'était en 2015, ça, je crois, que j'ai commencé à me rapprocher de la classe 40 parce que j'étais reparti pendant quelques années sur du Tour de France à la voile, plus de la monotypie et les championnats de France en équipage. Et donc, je me suis rapproché de la classe 40 et j'ai eu l'opportunité de naviguer avec une propriétaire qui s'appelait Catherine Pour à l'époque, qui était la trésorière aussi de la classe 40, qui s'était assez investie dans la classe et qui avait un bateau flambant neuf avec des voiles flambant neuves. Et du coup, j'ai fait une année avec elle où j'espérais pouvoir récupérer son bateau. Et puis au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'en fait, jamais elle me prêterait le bateau ou quoi que ce soit. Donc j'ai arrêté ma collaboration avec cette personne. Et c'est là où j'étais appelé par Maxime Sorel, qui avait le sistership de cette personne-là. Donc avec Maxime, j'ai fait la Jacques Vabre. Donc j'ai continué à être dans l'optique de faire une route du Rhum, en fait, parce que j'étais en train d'acquérir de l'expérience sur les classes 40, qui était le support sur lequel je voulais m'aligner sur la route du Rhum. On a eu de la réussite avec Maxime, ce qui m'a permis de trouver des sponsors et de faire la route du Rhum l'année d'après, sauf que j'ai monté mon projet assez En plein tardivement. Covid. Ah non, c'était avant le Covid. Avant le Covid, mais Ouais. ton Ma première projet a route été du Rhum, percuté par c'était le Covid. en 2018. Donc c'était la Jacques Vabre que j'ai gagnée avec Maxime, c'était 2017. D'accord. Et du coup, on est arrivé au mois de décembre à Paris, au Salon Nautique. On venait de gagner la Jacques Vabre avec Maxime. Et puis, donc moi, j'avais quand même un réseau d'amis pas mal parisiens, parce que j'ai vécu aussi à Paris. Et puis, du coup, c'était un peu un engouement, la victoire de Tonio sur la Jacques Vabre. Et donc je me suis dit, bah, on essaye de monter un projet route du Rhum, tu vois, même si je démarre le projet tard, ça fait 3 ans que je navigue en classe 40, j'ai fait pas mal de solitaires quand je travaillais avec la première personne en 2015, Catherine Pour, parce qu'elle faisait pas grand chose à bord, et du coup, bah, on était quasiment comme en solitaire, donc j'ai fait 1 an et demi avec elle comme en solitaire, et après avec Maxime qui lui, il navigue très bien, donc c'était un vrai binôme, quoi, si tu veux, donc voilà, et du coup, bah, le solitaire, la route du Rhum, on s'est lancé au mois de décembre à chercher des sponsors pour l'année d'après. Donc, on a réussi à boucler à peu près un budget qui me garantissait de louer un bateau et tout ça au mois de juillet quasiment. Au mois d'août, j'ai loué mon bateau. Fin août, j'ai récupéré mon bateau. Donc, T'avais pris quel bateau du coup? j'avais loué le bateau de Brieux Maisonneuve. C'était un plan Verdier à l'époque, qui était pas à mon opinion, qui était pas, à mon avis, qui était pas la meilleure carène, mais qui était pas loin d'être la meilleure carène pour faire pour faire la route du Rhum, du portant. Les Verdiers, ils ont toujours vite au portant, et c'est quand même des bateaux qui étaient relativement récents. Et du coup, je suis parti en ayant le bateau un mois avant le départ, à devoir faire une qualif. Un peu sport, ouais. Ouais, c'était un peu sport. Heureusement, le bateau avait été loué par Oman, il l'avait rendu relativement propre, donc il n'y avait pas trop de trucs à faire dessus pour le remettre pour faire une route du Rhum. Mais donc là, c'était des coups de main de tout le monde, parce que j'avais un quart du budget et on est parti dans l'histoire un peu comme ça. Donc c'était un peu stressant, parce que comme moi c'est mon métier, normalement je suis censé gagner des sous quand je navigue, et là c'était vraiment pas le cas, parce qu'on avait vraiment un budget ric-rac.
Et puis je fais septième, donc c'était plutôt pas trop mal. Après j'ai eu pas mal de soucis et tout ça, donc j'avais envie d'y retourner sans avoir de soucis d'aérien. Mais du coup, elle s'est passée comment? C'était ta Moi première course en solitaire, donc ça t'a. c'était ma première course en solitaire, ouais, effectivement. Ouais, j'avais pas couru en solitaire avant, donc ça s'est passé. C'est rude, c'est sûr que c'est un exercice qui est un peu différent parce qu'il y a un côté psychologique où t'es livré à toi-même 24 sur 24. Alors aujourd'hui, effectivement, on a plein de moyens de communiquer avec la Terre, mais moi j'aime bien avoir un rapport humain. Tu vois, discuter avec quelqu'un qui est là, tu vois, puis ressentir si ça le vexe ou si, tu vois, enfin, dans les discussions texto, tu sais jamais comment ça se passe, quoi. Enfin, si, quand t'as la réponse en général, tu sais comment ça a été perçu, mais. Et du coup, j'aime bien le contact humain, j'aime bien échanger avec quelqu'un, partager les choses. Là, t'es tout seul, tu partages comme tu peux en envoyant des vidéos, mais il y a tout un côté que tu peux pas partager, en fait. C'est-à-dire que en même temps, tu passais de la voile Grand Prix la plus pointue dans un collectif très soudé qui a un orchestre qui jouait hyper bien, quoi, à un projet un peu à l'arrache où tu dois tout faire tout seul et en plus, tu dois vivre ça tout seul, quoi. C'est un peu les deux extrêmes presque. Tout seul, oui et non, parce que bien sûr, il y a plein de retours, mais en mer, oui, bah c'est la rencontre avec le solitaire. Hein. Après, j'en faisais quand. En fait, le solitaire, je m'y suis jamais mis, peut-être parce que quand j'ai fait mes dernières courses en optique, j'étais tout petit, je devais avoir 11 ans, et en fait, ça me semblait interminable les parcours qu'il y avait. Ouais. Mais après, puis j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir à naviguer en équipage, en fait. Donc, tu vois, c'est aussi pour ça que je m'y suis mis tard au solitaire, et je l'ai fait parce que effectivement, déjà pour me prouver à moi que je peux faire une transat en solitaire, et puis pour prouver aux autres aussi que je suis apte à mener un bateau de A à Z, d'un point A à un point B. Et donc ma première route du Rhum qui était quand même assez dure physiquement et moralement parce que j'avais petit budget, j'avais explosé tous mes spi, donc autant dire que je comptais un peu sur la revente des spi pour finir de boucler le budget. Ah ouais. Et se dire, bon, là il va falloir que ça se passe bien. Et puis voilà. Après je suis rentré. J'étais plutôt content de moi parce qu'au final septième c'était pas si mal malgré tous les problèmes que j'avais eu. J'ai eu un peu de déception dans le sens où je me suis dit si j'avais gardé mes aériens, est-ce que j'aurais pu faire un podium ou est-ce que j'aurais pu faire mieux ou pas. Et du coup, j'ai remonté un projet pour revenir 4 ans plus tard pour essayer d'avoir un truc qui est un peu plus moins à l'arrache, quoi. Et donc c'est là où Redman est venu vers moi et m'a demandé comment est-ce qu'il pouvait m'aider. Et donc on a commencé à discuter et c'est là où ils ont lancé la construction du bateau, le 161. Donc ça, c'était encore une autre aventure parce que du coup, pour le coup, t'avais jamais construit de bateau non plus. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors après, j'ai jamais construit de bateau, mais j'ai pas mal de copains qui ont construit, enfin, j'ai pas mal. J'ai notamment un ou deux potes qui ont construit leur mini, j'ai assisté à la construction d'un ou deux bateaux. Je parlais plutôt de la coordination, je parlais plutôt de la coordination après, et du sujet entre c'est entre être équipier sur Courrier Dunkerque ou sur c'est sûr que c'est un autre métier. Veolia, c'est un petit peu différent. C'est un autre métier. Après, j'ai envie de dire, j'ai été formé entre guillemets à l'école pour ce genre de trucs. C'est de faire des tableaux Excel, des machins, des plannings, voilà. Et puis c'est d'arriver à impliquer tous les gens qui interviennent sur le bateau. Là, c'était relativement simple. On a pris un bateau chez Nicolas Groslo, donc à JPS à la Trinité. Lui, il en avait déjà fait peut-être 15 sur les 5 dernières années. Donc le process, il le connaissait. Après, avec Redman, on a essayé d'avoir certaines parties certaines parties du bateau un peu plus écologiques, on va dire. Enfin, voilà. Et du coup, Saint-Nicolas, il me disait, bon, ça, j'ai pas le temps parce qu'il avait un carnet de commandes très rempli à l'époque. Il m'a dit, bah, si tu veux, tu peux faire telle pièce et telle pièce, mais moi, je peux pas m'en occuper. Du coup, j'avais été voir un copain d'enfance avec qui j'avais fait du classe 8 qui s'appelle Tual Le Guilherme. Qui était un prof de l'IUT de Saint-Brieuc, qui a monté une société qui s'appelle Crazy Lobster et du composite. qui fait spécialiste du composite et donc je lui ai parlé du truc et il a été au taquet, il est parti direct, il a fait des échantillons de mousse avec de la résine pour voir le poids, la raideur et tout ça. On a fait plein de tests et finalement donc c'est lui qui s'est occupé de ces parties-là sur le bateau. Il a une approche qui est hyper intéressante.
Et puis voilà, du coup, il y avait un peu de coordination, un peu plus que si on avait pris un bateau juste chez Nico en disant voilà, on t'achète le bateau, tu nous le donnes, prêt à naviguer. Donc oui, il y avait un peu plus de boulot que classique. Puis en plus sur les voiles, tout ça, moi j'ai été voir les gens avec qui je voulais travailler. Donc puis l'électronique, c'était pareil. Donc c'était pas un bateau clé en main que j'ai acheté à Nicolas, quoi. C'était un bateau juste construit. Avec la castillage, mais pas d'électronique, pas de voile. Et ça t'a plu cette dimension-là? Ouais, c'était sympa, ouais. Parce qu'encore une fois, quand t'arrives et que tu poses ton sac à bord d'un phare 30 ou d'un monotype, il y a pas toute cette dimension-là, quoi. Bah c'est sûr. Après, il y a là quand même la dimension on discute sur le shape des voiles et tout ça parce que les monotypes, les bateaux sont monotypes, mais les voiles le sont pas forcément dans toutes les épreuves. Donc on a quand même eu, tu vois, le travail avec les voiliers, je l'ai quand même eu depuis un paquet de temps. Mais là, c'est vrai que tu t'occupes de toutes les voiles. Tu parles pas juste du Génois, du SPI, quoi. Tu t'occupes de AGV, les Genac, tout. Et puis, du coup, c'était assez intéressant parce que j'ai eu une bonne proposition de Fred Dutil qui avait monté, qui avait repris Technique Voile à la Trinité, qui a été racheté maintenant par Incidence. Et donc, j'ai bossé avec Technique Voile, qui a équipé complètement le bateau en voile. Et ça a été plutôt une réussite parce qu'on gagne la Jacques Vabre avec Pablo. Donc on était plutôt contents. On avait des super spies, Steve Bott, c'est un des designers d'incidence maintenant. Et puis voilà. Et puis c'est intéressant. Oui, ça prend beaucoup de temps par contre. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps, d'énergie, mais c'est un côté qui est intéressant parce que du coup, tu as les voiles que tu avais envie d'avoir et bon, alors des fois, tu passes un peu pour le chieur quand tu dis ouais, bon, finalement la GV elle est trop plate, faut remettre du volume. Donc, Et par contre, tu viens avec tout ton regard de régleur de voile hyper pointu. Bah oui, c'est aussi ce que ça. D'autres coureurs en classe 40 n'ont pas forcément, quoi. Oui, c'est aussi ça l'avantage, c'est que c'est intéressant parce qu'on a une expérience du truc et qu'on sait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Après, quand on n'a pas trop d'idées et que ça n'a aucun intérêt, quoi. Et juste avant que tu mettes à l'eau ton nouveau bateau, tu fais une Jacques Vabre en Ocean 50, je crois. Hein 2019, non? Exactement. Donc en 2017, donc je fais la Jacques Vabre avec Maxime Sorel, qui passe en IMOCA. Et en IMOCA, il décide de prendre quelqu'un qui avait de l'expérience en IMOCA à l'époque. Et du coup, je me retrouve un peu, je pensais un peu partir avec lui. Et du coup, je me retrouve un peu me dire, bah zut, sur quoi je vais naviguer sur cette Jacques Vabre. Et finalement, c'est Maxime qui me met en relation avec Gilles Lamiré en me disant ouais viens on fait un Grand Prix à Douarn et tout, ça peut être sympa. Et donc Gilles qui avait racheté le bateau d'Erwan Leroux à l'époque que je connaissais bien parce que j'en avais navigué avec Erwan sur une Québec Saint-Malo notamment et puis sur des Grands Prix avec ce bateau-là, mais sans les foils à l'époque. Et puis du coup, je fais ce Grand Prix avec Gilles et l'équipe. Et donc Gilles, on fait une navigation dans 5 nœuds de vent le premier jour. Et Gilles me parle, il vient me voir à la fin de la journée. Il me dit ouais Antoine, est-ce que tu es libre pour la Jacques Vabre? Donc ça c'était au mois de septembre. Hein. La Jacques Vabre c'est 2 mois après quand même. Et je lui dis bah ouais carrément, mais il me dit ouais ça te dit pas de la faire avec moi. Et puis en fait je réponds pas oui tout de suite. En fait je lui dis tu sais ce qu'on va faire, on laisse l'épreuve on va faire l'épreuve ensemble là et à la fin de l'épreuve on se reprend. Je te dirais. On se reprend un point, on fait le point quoi. Et je te dis. Et donc on a navigué tout le week-end. On a eu une journée où il y a eu du vent. En fait, moi j'attendais un peu ça parce que je voulais savoir un peu comment ils se comportaient sur le bateau, parce que les Ocean 50 c'est quand même des bateaux qui sont un peu plus, ça relève un peu plus de l'équilibriste, de l'équilibriste que les monocoques, quoi, parce qu'il y a quand même un risque de chavirage, voilà. Mais il avait les bons réflexes quand il y a eu du vent, il avait les bons réflexes de marin et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas au final faire la Jacques Vabre avec lui. Alors bon, on partait pas gagnant du tout. Hein. Je crois qu'il y avait aucun pronostiqueur qui parlait de nous, alors qu'il y avait que 3 bateaux au départ, quoi. On était que 3 Ocean 50 au départ, et dans toutes les classes, ils parlaient de 5 ou 6 potentiels vainqueurs, et nous, ils ont réussi à pas parler de nous du tout. Ça m'avait un peu surpris au départ. Et du coup, nous voilà partis avec Gilles et Christian Dumars, parce qu'à l'époque, on était routés, donc faut quand même pas oublier Christian, parce que le routage, c'est quand même 80% du taf, quoi, on va dire. Et du coup, on a, contre toute attente, on a réussi à gagner la Jacques Vabre en Ocean 50. Je me souviens d'un article qui était un peu maladroit de l'équipe qui disait Gilles Lamiré en loose D à l'époque.
ce qui reflète bien que personne nous attendait là en fait. Il y avait aucun pronostiqueur qui s'était dit qu'on pouvait gagner. Les concurrents c'était Fred Dutil qui était avec Thibaut Vauchel et c'était Seb Rogue et le fils de Daniel, Mathieu Souben. Voilà. Donc sur le papier, on était carrément pas du tout l'équipage qui allait gagner, quoi. Et comment tu l'expliques du coup? Bah, je l'explique parce que Christian a été très fort, quoi, déjà. Et puis nous, on a réussi à mener le bateau correctement. On l'a gardé à 100% de ses capacités jusqu'au bout. Et voilà, quoi. On n'a pas navigué à 100% tout le temps, notamment je pense encore à la première nuit où c'était un peu la première nuit que je passais, pas avec Gilles, mais c'était un peu la première nuit où il y avait du vent, où que je passais avec Gilles. Et du coup on était un peu sous la réserve. Je me souviens, on était passé sous Petite Génac très tôt parce que le vent devait monter dans la nuit. Et puis finalement il n'était pas monté autant que ça. Et puis le petit matin au réveil, on avait déjà pris 100 000 de retard. Ah oui. En 10 heures avec enfin j'exagère mais pas, on avait 50 000 de retard sur notamment Thibaut qui était avec Fred Dutil qui était plutôt énervé et mais bon après ils ont fait une erreur de nav et puis la météo a fait qu'on est revenu puis on les a passés et ils sont restés un peu englués et voilà quoi. C'est comme ça qu'on a réussi à les battre. Et ça a de l'impact cette victoire sur la Jaguar? Ça a un impact, je pense que sur le regard de mes confrères, ça a eu de l'impact, je pense un peu, parce que ça a montré que je pouvais. C'est la deuxième consécutive et surtout sur 2 supports différents, quoi. Et du coup, ça montrait un peu aux autres que j'avais quand même une double facette, au moins une double facette. C'est que je pouvais être spécialiste en classe 40 et en Ocean 50. Et puis pour moi aussi parce que en fait c'était quand même faire une transat sur un multicoque voilà et puis à 2 quoi. Bon, après j'en avais fait une, on était 4 avec Erwan justement la Québec Saint-Malo qu'on avait fait, il y avait Erwan Leroux, Mathieu Souben et Yvon Cardinal là, qui était un des partenaires du projet. Et on avait fait une Québec Saint-Malo ensemble. Mais là, à 2, avec Gilles que je connaissais pas trop, qui avait pas forcément la super... projet de last minute et tout. Ouais, c'est un projet un peu last minute. Gilles qui avait pas forcément une super réputation de marin hyper régatier, on va dire. Et puis voilà. Et du coup, ouais, moi c'est sûr que moi j'ai trouvé ça... ça m'a fait plaisir déjà de contredire un peu les pronostics de tous les spécialistes. Mais et puis surtout, et c'était vraiment c'était une belle victoire quoi. On s'est bien fatigué aussi pour y arriver, on a bien tapé dans les bonhommes voilà, donc j'ai souvent tendance à dire à mes enfants plus tu mets d'efforts pour obtenir quelque chose, plus tu es content de l'obtenir. Bah là pour le coup on était content. Et que tu as déjà signé avec Redman à l'époque ou ça déclenche quelque chose? Non, j'ai pas encore signé avec Redman. Ça redéclenche encore quelque chose parce que, comme tu dis, la première Jacques Vabre, ça m'a apporté la possibilité de faire la route du Rhum, voilà. Et la deuxième Jacques Vabre, ça m'a apporté la possibilité d'avoir mon projet sur la route du Rhum un peu plus tôt. Et du coup, ça m'a permis de lancer la construction d'un SCO. Alors, tu nous as pas raconté comment Redman, c'est eux qui t'appellent ou comment ça se passe? Parce que là, du coup, tu rentres à Paris pour l'arbitre des prix. Bah déjà, il m'avait aidé sur ma première route du Rhum un petit peu. C'était un de mes partenaires sur ma première route du Rhum. Et en fait, donc il me suivait sur mes courses. Donc quand j'ai gagné la deuxième Jacques Vabre de suite, forcément, j'ai été en échange avec Mathias, qui est un copain de lycée, qui est un des 2 fondateurs de Redman. Et du coup, il m'a dit ouais, il faut qu'on se rencontre, ça peut nous intéresser si tu remontes un projet et tout. Et du coup, c'est venu un peu de là. Et donc je les ai rencontrés au mois de février ou je sais plus ou janvier. Je les ai rencontrés à Lyon, je crois, ou je sais plus où c'était. Ils étaient à un séminaire. Et moi, je revenais du Trophée Mer Montagne. Il me semble donc ça devait être fin janvier, un truc comme ça. Et donc on a eu une réunion et puis. T'avais préparé quelque chose? T'avais un document de même pas? Bah, j'étais arrivé, je savais, c'est lui qui me dit il faut qu'on en parle. Donc oui, j'avais préparé combien coûte un classe 40, mais c'était, j'avais pas, je suis même pas sûr que j'avais de PowerPoint, quoi. Tu vois, j'étais. Et puis et du coup, on a eu cette réunion et ils m'ont dit bah en fait nous ça nous intéresse, voilà. Et je dis bah ça nous intéresse quoi et puis ils me disent bah de lancer la construction du bateau et d'avoir
Et donc au tout début du projet, ils me demandaient Tu racontes ça, mais c'est presque eux qui t'ont apporté le projet, quoi. Bah, j'ai envie de dire, j'ai eu de la chance. Quand tu dis ça vous intéresse de quoi, c'est-à-dire que tu... Bah en fait, c'est toujours pareil. Tu vas avoir un sponsor, il te dit que je suis intéressé. Tu fais oui, mais t'es intéressé de quoi? Parce que d'avoir un petit sticker sur la coque ou d'avoir le full projet ou voilà. Donc il faut savoir de quoi on parle à un moment, quoi. Tu vois, c'est. Mais là, du coup, toi, t'étais quand même en mode construction d'un bateau pour la route du Rhum ou pas du tout? Ah bah oui, parce qu'il y avait l'ESCO qui était arrivé avec Yann Lipinski qui avait son 158, qui avait explosé tout le monde sur la Jacques Vabre que j'avais gagné avec Gilles. Il avait explosé tout le monde en classe 40 en rajoutant, en explosant le record des 24 heures sans forcer, sans avoir la météo pour. Tout juste mis à l'eau. Ouais, tout juste mis à l'eau. Voilà, donc là je me suis dit, bah s'il n'y a pas de SCO, là je pense que c'est mort, quoi. Donc et puis du coup on prend la décision de lancer la construction. Redman, je leur dis bah c'est bien beau d'avoir le bateau, mais moi il me faut un budget de fonctionnement parce que là aujourd'hui, donc ils me disent ok on prend la moitié du budget de fonctionnement, faut que tu trouves l'autre moitié. Et l'année de la route du Rhum, ils vous laissent garder l'échéance possible d'avoir le full naming du bateau et tout ça, quoi. Donc du coup on part là-dedans, je cherche des sponsors complémentaires et puis le bateau se construit en même temps et puis j'arrive à trouver avec Custopol, avec un réseau de connaissances et puis on arrive à boucler le budget et puis à faire la saison qu'on a faite avec Pablo en 2021. Donc, et alors je crois que le bateau il est mis à l'eau mais quelques jours avant la Normandie Channel Race, non? En 2020, c'est vrai qu'il y a eu une petite anecdote là-dessus, c'est qu'on met le bateau à l'eau fin août. Je me souviens, j'étais même pas là parce que j'étais en Grand Prix de multicoque, je sais plus où. Donc le bateau a été mis à l'eau genre le 30 août. Le 1er septembre, il était jaugé à la Trinité. Et le 3 ou le 4, on partait en convoyage pour aller à Caen faire la Normandie Channel Race. Qui a lieu en septembre, qui a lieu toujours au mois de mai. Mais les années de Québec-Saint-Malo, pour simplifier, elle a lieu en septembre. Et du coup, nous, la partie avec, justement, je l'ai fait avec Nicolas Grolot, qui était le patron du chantier, qui est un excellent régatier aussi. Notamment en Open 750. Ouais, notamment en Open 750, mais pas que. Il a des bonnes sensations de glisse. Et du coup, on est parti avec le bateau. Je me souviens, leurs gars de la Normandie, ils avaient été super parce qu'ils nous avaient accepté malgré le fait que les contrôles sécu, les contrôles sécu, ils étaient finis depuis la veille, que voilà, on était complètement hors délai de présence obligatoire dans le village. Donc, on est arrivé le samedi matin à l'entrée des écluses de Ouistreham et je me souviens, Nathalie qui était la jaugeuse était venue à Ouistreham pour faire la visite de la jauge pendant qu'on remontait le canal jusqu'à Caen. Ouais. Ah ouais. Et non, ils avaient été super. Et du coup, on avait pu faire la course avec Nicolas. On finit 3 d'ailleurs à cette course. Mais voilà, c'est ça que je voulais souligner. C'est que le bateau, il a 5 jours. On finit 3. Alors bon, on a eu un peu de réussite. On n'était pas 3e en entrée de manche au retour, mais il y a eu un gros coup de vent qui a balayé un peu la flotte. On s'est retrouvés. Il y a eu beaucoup d'abandons sur cette édition. Et du coup, on est remonté dans le classement sans forcément faire des coups stratégiques. C'est juste qu'on continue à naviguer et qu'il y avait beaucoup de bateaux qui avaient des soucis techniques qui s'arrêtaient. Mais justement, pour un bateau si jeune, c'était quand même... après, c'est d'arriver à utiliser le bateau tu vois, sans trop tirer dessus. Voilà, c'est aussi savoir doser un peu là où tu mets la pédale. Et avec Nico, on n'a pas trop levé le pied, mais on a navigué quand même bien JT tout le temps. Mais écoute, on a bien navigué, on n'avait rien cassé d'ailleurs sur la course. Donc, Et la saison d'après, donc du coup, ça c'est une saison où tu fais plus que du classe 40 là. Là, oui, alors c'est la spécificité de notre métier. C'est que dans notre métier, quand t'as ton projet, t'es rarement appelé sur les autres projets en fait, même si c'est dans d'autres catégories, tu vois. C'est parce que les gens doivent penser que t'es full booké tout le temps. Et bon, avec mon projet, c'était le cas parce que je faisais la gestion du projet, mais en même temps, la première année, on n'avait pas eu un budget énorme, donc je faisais la préparation du bateau aussi, et puis la gestion du projet, les entraînements sur le bateau. Enfin bon, j'avais des emplois du temps bien chargés, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipier que tu choisis pour faire la saison avec toi, qui s'appelle Pablo Santourde, qui est une quasi légende des classes 40, hein. C'est une légende. C'est probablement le plus beau palmarès des classes 40 qu'il y a aujourd'hui. Probablement, ouais. Probablement un des plus beaux palmarès de la classe 40. Sans jamais avoir son bateau.
sans jamais avoir son bateau. Alors Pablo, c'est un peu sa spécificité. Moi, je l'ai rencontré il y a très longtemps. Il était encore adolescent. Il faisait du 420 encore à l'époque et tout ça. Et c'était un championnat du monde à la Trinité-sur-Mer de classe 40. Il était venu avec Gonzalo Bottin qui avait le Thales 1 à l'époque, donc ça remonte à quelques années. Et j'avais remplacé Didier Levourche sur une journée parce qu'il pouvait pas être là. Et du coup, j'avais navigué avec eux. Et après, j'ai recroisé Pablo en 2016, je crois, quand on a fait la saison en classe 40 avec Catherine Pour. Lui, il naviguait avec Gonzalo Bottin et on a fait à peu près le même circuit. 2. Qui est sur le Thales 2, du coup. Très développé. C'est un Equilaria de mémoire qui était hyper proto, quoi. Ouais, non, c'est un plan Bottin, je crois, le Thales 2. Ah, le Thales 2, pardon. Ouais. Oui. Non, je confonds. C'est le 1, oui, c'est le 1 qui était un plan Aquilaria, mais modifié un peu par Bottin. Mais oui, parce que c'est le frère de l'architecte. Oui, tout à fait. Ouais. L'architecte est... Le fameux Bottin et Karkik, qui est un architecte très connu, qui a un frère, et c'est le frère qui faisait du bateau. Qui a fait du mini aussi. Qui faisait du classe 40 avec donc Pablo. Et du coup, en Angleterre, à l'Atlantic Cup, donc à New York, j'avais l'étape qui arrivait à New York, on avait cassé notre drisse de grand voile avec Catherine. Et du coup, il fallait que je monte dans le mât pour repasser une drisse. Mais bon, Catherine venait pas travailler sur le bateau. Donc, pour monter dans le mât tout seul, c'était compliqué. Et j'avais demandé à Pablo, qui était concurrent. On se battait pour la victoire. Et il a passé une journée entière à m'aider, à repasser mes drisses dans le mât, à remettre mon bateau en état. Et j'avais trouvé ça génial qu'un mec aide son concurrent direct sur une épreuve. Et puis il est souriant, et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit que si jamais je faisais naviguer quelqu'un sur un projet, ça serait lui, je pense. Et donc je l'ai appelé, et quand je l'ai appelé, il était hyper content, et du coup on a fait une super saison ensemble, voilà quoi. Donc vous gagnez la Jacques Vabre, le championnat du monde, non. le trophée annuel, pardon, excuse-moi, et la Balouine. Ouais, je me souviens plus bien, mais oui. Après, on avait. Ouais, c'est une saison bien pleine, quoi. C'était une saison bien pleine, effectivement, et on avait gagné la saison. Ouais, tout à fait. Et je crois que tu gagnes les Sables Horta aussi, mais mais pas avec lui. Pas avec. Ouais, je gagne avec Mika Mergui parce que Pablo est quelqu'un qui a un peu la même vision de la voile que moi, c'est-à-dire que il veut continuer à naviguer sur plusieurs types de supports. Donc c'est un très très gros spécialiste du J70, J80. Il a été champion du monde, champion d'Europe plusieurs fois. Grande spécialité espagnole, J80. Ouais. Et du coup, je crois que sur cette époque-là, il était pris par le J70. Et du coup, il pouvait pas venir. Et en fait, moi, ça s'était un peu décidé un peu au dernier moment. Et du coup, j'avais croisé Mika Mergui à la Normandie Channel Race, que je croisais souvent sur les Tours de France à l'époque et tout ça, et du coup j'avais fait... C'était un pilier des bateaux du sud, hein, Ouais, c'est un pilier, un régleur pilier des bateaux sudistes, hein, de nos concurrents, et du coup ça m'avait fait un peu rire, pas rire, ça m'avait fait plaisir de le voir qu'il arrivait en classe 40. Il me dit ouais, j'ai envie de faire du classe 40, j'ai envie de faire du large et tout. Il essayait de monter un projet à l'époque, et donc il essayait de faire des 1000 pour pouvoir avoir sa qualif pour la route du Rhum. Et à l'arrivée de la course, donc moi forcément pendant la course j'ai regardé les pointages où il était et tout ça, et il fait une super course, et du coup je me dis allez, il avait un nez pointu, donc c'était normal qu'il joue pas les avant-postes, mais sur les nez pointus il fait vraiment une super course, quoi. Et du coup je me dis bon allez, et à la fin de la course je vais voir Mika qui cherchait un embarquement pour les sables, et puis je lui dis ça te dit de le faire avec moi, puis là il me regarde avec des yeux, il fait bah ouais bien sûr que ça me dit et tout. Et puis du coup on part là-dessus, et je crois que c'est la première course que je gagne avec mon bateau en tant que skipper d'ailleurs, tout court. Et c'est les Sables Horta, ouais. C'était un beau finish où on s'était battu avec Axel Tréhin et Fred. Comment il s'appelle son nom de famille, Fred. J'ai oublié. Mais bon bref, et on avait fini à bataille d'empannage à un demi-mille de l'arrivée. Et ça c'était un beau finish, une belle victoire. On s'était pas arrêté, c'était l'année du Covid, c'était l'enfer. On a été viré une bouée à l'entrée du port d'Horta. On sentait les frites, les bières et tout, les gens qui dansaient, et on a fait demi-tour.
Ah oui, ça c'était dur ça. Ah, c'était dur, ouais. Quand t'arrives au bout de 5 jours, 6 jours de mer et que tu vois la terre, que tu sens la nourriture des restos et tout, tu te dis, bon, bah là, on s'arrête, là. Ah, du coup, c'était 2500 000 d'une traite, quoi. Ouais. Ah ouais. Et du coup, je me souviens, on n'était pas très loin d'Axel qui était en tête au passage de la bouée et devant Yann Lipinski, justement. Et je les avais appelés à la vachette. Je fais bon, allez les gars, on se met d'accord, on s'arrête 1 heure et on repart. Mais Il non. m'avait dit, vas-y, bah commence à t'arrêter. On Vas-y en arrive. premier. On arrive. Je fais ok, d'accord. Et comment se passe la Jacques Vabre? Parce que ça va être ta 3e victoire consécutive. Donc ça, il y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça, je crois. La Jacques Vabre avec Pablo, Ouais. génial quoi. Génial, t'as ton projet, tu gères ton projet, tu joues les avant-postes, puis tu gagnes. C'est juste, ouais, c'est vraiment, c'est une de mes plus belles victoires, je pense. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, Parce que c'est maîtrisé de bout en bout, parce que c'est un projet que je maîtrise de bout en bout, parce que je choisis tous les intervenants et tous les gens qui sont sur le projet. Donc, c'est une réussite en tant que chef de projet, parce que voilà, on est arrivé sur le truc, on n'a pas mis un trou dans la caisse. Tu vois, le projet a été maîtrisé, et puis le projet a réussi sportivement, quoi, ce qui est quand même l'objectif. Et puis après, pour ma petite victoire perso, qui est pas forcément une victoire, mais faut savoir quand même que je suis parti, j'avais un peu mal dans les épaules, et les articulations, les genoux notamment. Donc je suis parti sur ma transat comme ça. Et en fait, à l'arrivée, 6 heures après être arrivé au ponton, j'arrivais plus à lever les bras, j'arrivais à peine à marcher. En fait, j'ai une pseudo-polyarthrite rhinémique, ou un truc, ils savent pas comment ça arrive, voilà, sauf que ça se traite à coups de corticoïdes pendant 6 mois, 1 an. Et du coup, j'ai eu un traitement, l'année de la route du Rhum, j'ai été sous traitement de corticoïdes pendant. Alors, ils voulaient me mettre 1 an, j'ai pris un peu moins parce que ça a fait effet quasiment direct, et puis ça allait de mieux en mieux et tout ça. Et du coup, j'ai essayé de raccourcir le traitement, et donc avec l'accord des médecins, bien sûr, on a raccourci un peu le traitement parce que je voulais pas partir avec des médocs sur la route du Rhum. Mais ça s'est déclaré à l'arrivée de la Jacques Vabre, quoi. Bah en fait, je pense que j'avais déjà mal avant, si tu veux, Ouais. sauf qu'on était dans le feu de l'action, tu vois. Tu mènes le projet, t'es la tête sous l'eau, tu fais pas forcément attention à toi, t'as plein de trucs à gérer, la course approche, voilà, tu penses pas forcément à tout ça, quoi. Et puis j'avais mis ça un peu de côté. Surtout on avait caréné le bateau avec, on avait refait la carène du bateau avec Pablo qui était venu un peu avant le début, enfin un peu avant le convoyage. Et donc on avait travaillé les bras en l'air, donc je me suis dit les épaules, je me suis pas inquiété. C'est des courbatures de ponçage, quoi. Et ouais, exactement, tu vois. Et du coup je suis parti un peu comme ça en me disant c'est des courbatures de ponçage. Les cuisses c'est pareil parce que tu te sers un peu des voilà. Et puis sauf qu'à l'arrivée c'était voilà. Alors, faut savoir qu'en plus, sur cette Jacques Vabre, on est parti avec 17 jours de bouffe, on a mis 22 jours, quoi. Donc, il y a eu il y a eu 15 jours, on a dû se rationner. On s'en est rendu compte au bout d'une semaine. Avec Pablo, je lui ai dit, au bout d'une semaine, je fais à Pablo, moi j'ai une mauvaise nouvelle, là, on a passé de nourriture. Donc, il faut passer à 2 plats par jour, maintenant, en fait. Pour gagner les 2 plats par jour qui nous manquent pendant 5 jours, quoi. Et du coup, on s'est rationné pas mal en nourriture. Heureusement, l'eau, je prévois toujours plus parce que l'eau, on n'avait pas de dessal à bord, donc t'es obligé vraiment de prendre un peu plus. Pour le coup, pas manger pendant 2-3 jours, ça le fait, mais pas boire, ça le fait pas, quoi. Donc, pas manger pendant 2-3 jours, c'est sport quand même. Bah ouais, mais bon, t'es pas mort, quoi. Je veux dire, si t'as de l'eau, t'es pas mort, quoi. Alors que si t'as pas d'eau, vu comme ça, effectivement, t'es pas bien, quoi. Et le triplé sur la Jacques Vabre, il t'apporte quelque chose de particulier ou ça devient la routine d'être vainqueur de Jacques Vabre? Bah, il m'apporte quelque chose de particulier. Bah, on est moins nombreux à avoir gagné 3 fois que 2 fois. Voilà. Quoique c'est même pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que je t'annonce. Mais oui, bah c'est sûr que c'est mon projet déjà. Donc c'est ce que je t'expliquais juste avant, c'est que ça m'apporte toute cette satisfaction d'avoir mené un projet à la victoire. Mais par exemple, pour trouver des sponsors complémentaires pour la route du Rhum ou pour. Oui, ça reste à aider dans une bonne dynamique, sauf qu'on est dans un contexte économique qui est le Covid et qui est quand même un peu dramatique. Et donc, Redman se rétracte pas complètement, mais ils revoient à la baisse leur investissement sur l'année de la route du Rhum. Ils me disent clairement, bah, en fait, on va pas mettre plus d'argent que cette année.
Et je leur dis, bah, vous serez pas le seul sponsor sur le bateau, du coup. Donc, obligé de retrouver d'autres sponsors pour de repartir dans un délire de rechercher d'autres sponsors. Parce que moi, la première année, je m'étais dit, bah, ils veulent être le seul sponsor l'année prochaine. Voilà. Et puis, mais bon, j'avais eu plutôt le nez fin dans le sens où je m'étais dit, il y avait déjà le Covid qui s'était déclaré, donc je m'étais dit, les sponsors, je leur dis pas qu'il n'y a pas de place pour la route du Rhum. J'avais pris des sponsors en me disant que ça serait trop bête qu'ils viennent pas, s'ils me suivent sur la première année, ils sont sur la deuxième. Et comment t'arrives à boucler ton budget du coup? L'année de la route du Rhum, oui, plus facile du coup parce que je boucle le budget que je cherchais, donc je peux pas dire que j'avais pas de sous. Hein. Pour le coup, j'avais les sous que je voulais pour la route du Rhum, donc ça, j'ai pas eu de manque financier qui m'ont lésé dans le projet ou quoi que ce soit, si tu veux. Donc ça, c'était plutôt agréable, quoi. Pour une fois, tu peux travailler en te disant, bah, je vais prendre le préparateur, il y a les sous En plus, pour le toi, prendre. t'es quand même dans un état physique pas optimum. Pas optimum, bah ah Avec oui, ta maladie, ouais. dans le cadre qui est là, bah Ouais. oui, du coup moi ça me soulage sur la préparation du bateau, sur pas mal de trucs où je peux prendre un peu plus soin de moi, de faire un peu de prépa physique éventuellement, mais sauf que c'est quand même, même si je dis que ça fait moins mal, c'est quand même assez douloureux. Je sens, tu vois, Ouais. ça met longtemps à partir complètement le truc, hein, quand même. Et je crois que tu cours sous les couleurs de la Fondation Le Refuge, c'est ça? Alors ouais, alors le refuge, comment le refuge? C'est une longue Un, un. histoire qui commence au Trophée Mer Faut que Montagne. t'expliques un peu ce que c'est que le refuge. Hein. Alors le refuge, c'est une association donc qui héberge des jeunes. Alors c'est pas des ados, je crois que c'est plus orienté sur des jeunes profil 18, 20, 23, 24 ans, voilà, qui se font expulser de chez eux parce ils annoncent leurs différences à leurs parents. Donc ça va être c'est ce qu'on appelle l'LGBT+, donc c'est la communauté, c'est une grande communauté qui, bah, effectivement, malheureusement, il y a encore des gens qui voient ça d'un mauvais œil ou qui sont malveillants envers ces gens, et du coup Donc ils font leur coming out, pour ouais, résumer, ils font leur coming out à leurs parents et souvent ouais, ils se font foutre dehors. Quoi. bah Ça voilà, existe encore. ça existe encore malheureusement, quoi. Il y a encore des primates malheureusement parmi nous. Et du coup, cette association-là, comment est-ce que j'ai rencontré cette asso? Ça commence au Trophée Mer Montagne avec Wilfried Fork, qui est un médaillé olympique de kayak biplace Atlanta. Et médaillé d'or d'ailleurs, et donc je fais un trophée mer montagne avec lui sous le nom de Wilfried, et 2-3 ans après, Eric Loiseau, qui est l'organisateur du trophée mer montagne, donc nous annonce à tous que Wilfried va venir, mais qu'il faudra l'appeler Sandra. Parce que donc Sandra a fait comme tu dis, son coming out, transition, en l'occurrence. sa transition, on va dire, et du coup elle venait en tant que femme. C'était la première édition, elle venait en tant que femme. Et du coup on a beaucoup discuté parce que moi c'était quelqu'un avec qui j'avais partagé un peu de moments en tant que com, et du coup bah pour m'aider à comprendre, et puis aussi parce que je pense qu'elle en avait besoin, voilà. Puis on a été hyper bienveillants sur le trophée. Il y a pas eu une personne qui a été malveillante avec elle, si tu veux. Du coup, ça s'est hyper bien passé. Et puis, j'ai gardé contact avec elle. Elle a été la marraine du bateau de Redman. Et puis, du coup, on a décidé de soutenir l'assaut du refuge parce que comme c'était la marraine du bateau, je lui ai dit, bah écoute, pour l'instant, autant sur la première route du Rhum, on avait fait un montage qui était assez compliqué parce qu'on avait soutenu 7 ou 8 assauts différentes, dans l'esprit on n'est qu'un seul peuple sur une seule planète. Donc c'était soit des assauts humanitaires, soit des assauts environnementaux, quoi, grosso modo, quoi. Et donc là, on voulait faire un truc plus simple en termes de com, et puis comme on n'avait pas encore défini quel assaut on allait soutenir, j'ai proposé à Sandra de choisir l'assaut. Et donc elle a été déjà marraine d'une asso du refuge, mais la branche Montpellier. Et du coup, elle m'a dit, bah, on pourrait soutenir le refuge. Et donc, on est parti à soutenir le refuge. Ils sont venus 2-3 fois naviguer avec une petite communauté de 3 jeunes plus 1 ou 2 encadrants. Et puis, et c'est là où j'ai rencontré donc la présidente du refuge de l'époque, qui est Sophie Delannoy. Et pareil, qui est une personne qui a fait sa transition pendant sa vie, qui était homme et qui est devenue femme. Et depuis notre rencontre, Sophie
a déménagé, elle a acheté une maison à Morlaix, un mini, et elle est partie faire la Et mini elle est en cette train de année. faire la mini, elle est peut-être Elle est arrivée, je peut-être sais pas, mais arrivée, ouais. elle est... Et du coup, voilà, donc c'est marrant, quoi, comme quoi les rencontres peuvent changer des vies comme ça. Et donc, du coup, tes sponsors, ils finançaient le bateau, mais le nom du bateau était donné au refuge, quoi. Le nom du bateau c'était Redman, mais on soutenait le refuge. Le nom du bateau c'était Redman quand D'accord. même. Hein. C'était quand même voilà. Mais après il y avait le refuge, il y avait des stickers le refuge et surtout on a fait plusieurs sorties avec eux pour les sortir de leur quotidien. Voilà. Alors, tu vas prendre le départ de la route du Rhum, toi. Non. Non? Cette année, non, 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 non. non, non, Enfin, l'année en prochaine. 2022, en Ah oui, 2022, je ah suis oui, toujours dans mon 2000. Ah déroulé. oui, Non, non. je croyais que tu étais reparti Non, non, maintenant. non, non, Ah, bah non, on est en train de dérouler le fil. Ok, pardon, excuse-moi. Non, non, Excuse-moi, oui, c'est parce que t'as ta liste sous les yeux. bien sûr, j'avais la liste sous les Voilà. yeux. Je vais pas tout retirer de tête. Ouais. Non, non, du coup, on t'a laissé à l'arrivée de la Jacques Vabre avec cette Ah oui, polyarthrite, oui. etc., les 6 mois de Et traitement, mais du coup, tu vas réussir à prendre le départ de la route du Rhum et tu vas faire une belle route du Rhum. Tu fais cinquième, mais ouais, raconte un petit peu comment je ça se fais- passe et comment se passe la saison, parce que on dit toujours que peut-être que t'es allé faire d'autres Ah bah super à alors, côté, mais là non plus, t'as bah pas eu j'ai trop d'opportunités. qu'est-ce que j'ai fait l'année de la route du Rhum? Je sais même pas si j'ai peut-être navigué une ou deux fois en Ouais. IRC, mais je suis même pas sûr. Il faudrait que je regarde. Et non, non, on a beaucoup, on a travaillé pas mal l'optimisation du bateau, tu vois, parce que je partais l'année d'avant, c'était une année double, donc j'ai optimisé ma ligne de pilote pour avoir une deuxième ligne qui est au moins aussi performante que la première. Et puis voilà, et puis entraînement solo, parce que moi je suis pas un spécialiste solo, donc cette année j'ai fait, là, autant pour la première route du Rhum, j'avais pas fait de course en solo, mais autant là j'ai fait la Dream Cup en solitaire, qui servait de qualif aussi, et puis et j'ai dû faire la 40 Malouine aussi cette année-là, quoi. Donc pour me faire, enfin pour que j'apprenne à utiliser mon bateau tout seul, quoi, un peu. Hein. Donc voilà. Et donc c'est une saison solitaire, donc un peu plus dur nerveusement quand tu navigues, mais qui est un peu différente, quoi, du coup. Et puis voilà. Et puis la route du Rhum se passe plutôt bien. Écoute, sauf que bah on va chercher des fronts, donc c'est à qui va appuyer le plus fort sur la pédale sans démolir son canot. D'ailleurs, il y a eu plein de casses hein, sur notre route du Rhum. Tu vois, je repense à un terrain veste Mathieu Perrault qui était parti pour peut-être battre Johan, puis finalement qui démolit son canot sur une baleine ou je sais plus quoi, ou sur une vague, il avait complètement délaminé son canot. Il y a eu plein de bateaux qui ont eu des soucis, hein. Même Xavier Macaire, avec qui je me retrouve sur la ligne d'arrivée, qui était bien devant moi pendant la moitié de la course, bah en fait il a un problème structurel, il doit réparer, et du coup je reviens à égalité avec lui quasiment. Donc c'était un peu une course à élimination, mais ce qui était dommage parce que moi j'avais plutôt fait une carène de portant, si tu veux, je voulais plutôt un rhum alizé, quoi, pas un rhum route nord, quoi. Mais bon, écoute, oui, si on tient compte du fait que j'avais pas forcément les conditions pour lesquelles était taillé mon bateau, parce qu'on a fait plus du prêt et du reaching que du portant. J'étais plutôt assez content, et puis là sur cette route du Rhum là je mets quand même des spécialistes du solitaire derrière moi, tu vois, je pense à Xavier notamment. Moi j'étais fier de faire devant Xavier parce que il a quand même pas la même carrière que moi en solitaire, on va dire. Et puis il y avait pas que Xavier, il y avait Luc Berry, il y a d'autres mecs qui étaient beaucoup plus habitués au solitaire que moi qui étaient derrière, donc au final j'étais plutôt assez content de ma place. Et pour l'édition précédente, en 2018, tu as raconté que ça avait été un peu dur quand même mentalement et psychologiquement, que Ouais. le solitaire n'était pas forcément ta tasse de thé. Est-ce que cette deuxième, et après deux saisons, enfin après une saison en solitaire et plus d'expérience, est-ce que la deuxième, t'étais un peu plus serein dans cette Moi, je suis partie-là? arrivé moins cassé à l'arrivée déjà, donc Mhm. puis j'arrive de place de mieux, donc et puis je les passe dans le dévent de l'île, donc je peux pas être pas content de moi, quoi. Après, même si je suis déçu parce que j'aurais aimé faire un podium ou voilà, je suis quand même, j'arrive à trouver des satisfactions. Et puis j'arrive pas parce que ma première route du Rhum, je t'ai pas raconté, mais j'ai quand même donc j'avais plus d'anémomètre, donc je pouvais pas avoir un pilote qui garde le même angle avec le vent. Et du coup, je me suis retrouvé avec très vite à devoir avec plus de spi, si tu veux. Donc, je suis monté deux fois enfin même trois fois ou quatre fois dans le mât, et notamment la dernière fois où je suis monté dans le mât,
En redescendant, je me suis un peu tassé les vertèbres en fait, et du coup j'avais un mal de dos comme jamais j'avais eu sur le bateau. Donc j'ai fini sous morphine la route du Rhum. Ma première route du Rhum, je l'ai fini dans mon pouf Ah oui. à baver quoi. Ok. Donc quand je suis arrivé à terre, je crois que le médecin avait prévenu ma chérie en lui disant bon, il risque d'être un peu bizarre parce qu'il a des médocs un peu forts. Mais bon, Donc sur écoute, 2022, c'est pas le cas, quoi. T'es et déjà... sur 2022, j'arrive plutôt en pleine forme parce que ma PPR, elle est pas revenue et que voilà. Et du coup, je suis un peu fatigué forcément parce que tu traverses en solo, tu prends de la fatigue, mais physiquement ça va. Je suis pas à la rue et puis je fais une place qui est plutôt mieux que l'édition d'avant. C'est sûr que j'aurais refait 7ème, j'aurais été déçu. Je me suis dit, bah, d'accord, ça vaut le coup de monter un projet sur 2 ans pour refaire la même place qu'un projet à l'arrache, c'est un peu dommage quoi. Et tu sais de quoi l'avenir est fait quand tu arrives à Pointe-à-Pitre? Tu sais que le projet s'arrête, tu sais que tu as déjà enchaîné la suite ou Oui, oui, alors oui, parce que je suis quand même, je me laisse porter par les événements, mais je suis quand même pas complètement. Bah, au mois d'août, j'essaye de tâter le terrain avec Redman, donc c'est là où ils m'annoncent que ça va être compliqué pour eux de refaire une saison derrière. Et puis en même temps, je discute avec Yann Lipinski, on se croise sur les régates et tout ça, et puis on discute souvent ensemble parce qu'on se croise aussi sur le Trophée Mer Montagne, donc voilà. Et puis c'est là où il me dit mais tu serais intéressé pour venir courir avec moi l'année prochaine et du coup bah moi ça me fait un peu une porte de sortie où si je veux pas faire mon projet l'année prochaine je sais comment je travaille, je sais avec qui je travaille l'année d'après et voilà. Et en fait je saisis un peu cette occasion en me disant que ça va me faire souffler parce que ça fait 3 ans ou 2 ans et demi qu'on est un peu sous pression avec le projet et du coup je saisis un peu cette occasion. Ça se passe bien avec Yann, donc voilà, il a un projet qui est intéressant où il y a les moyens de faire évoluer les choses, donc c'est hyper sympa d'arriver dans cette équipe quoi, tu vois. et donc classe 40, il est pas à toi. Enfin, il faut le vendre, il faut clore le dossier. Il est... Oui, ça c'est le problème. C'est bien beau d'avoir construit 5 SCO en 3 ans, mais 50 SCO en 3 ans, pardon, mais il faut le marché de l'occasion des SCO est compliqué, ouais. Ouais, il y a beaucoup de bateaux à vendre. Le bateau est pas à moi, il est à Redman en partie, enfin à 90%, on va dire. Du coup, bah, il faut le vendre, c'est un peu compliqué. J'ai réussi à le louer l'année d'après quand même à Anatole, qui avait fait la Jacques Vabre avec. Et puis j'ai Anatole eu... Facon, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui est parti sur des records maintenant en classe 40. Puis bah, Redman, ils veulent quand même qu'on vende le bateau, donc j'ai eu d'autres touches de location, mais bon, c'est un peu bizarre parce que j'ai eu plein de touches aussi pour acheter le bateau, mais les gens, t'as l'impression qu'ils prospectent plus pour monter leur dossier que pour avancer sur le truc, ou alors ils te demandent des renseignements, c'est juste pour avoir 15 devis à présenter à l'investisseur en disant voilà, ce bateau il coûte tant. Puis en fait, ils sont pas forcément intéressés. J'ai eu une touche sérieuse d'un mec qui était intéressé et finalement il a acheté le sister ship. C'est Lomano là, ils étaient bien intéressés pour acheter le bateau là et puis Lomano Takasi. ouais, et puis ils ont acheté le 160 là de l'ancien Leclerc de Olivier Magret. Donc le bateau est toujours pas vendu en fait. Et donc le bateau oui, est toujours pas vendu. Ah oui, Donc okay. et à Trinité, donc voilà, c'est fait partie un peu des choses qu'il faut faire avancer le dossier quoi. Et comment ça se passe du coup les saisons avec Yann? Bah ça se passe, voilà, on a un programme de course, on essaye de caler un programme aussi d'entraînement un peu et puis voilà, j'ai envie de dire, en début de chaque année, on prend le planning et puis on regarde les dates. Moi, j'essaye de garder de la dispo sur les courses, sur des grosses courses en IRC ou voilà. Et puis s'il y a possibilité de faire d'autres courses sur d'autres supports, il garde de la souplesse relative. Enfin, tu vois, il va pas mettre une semaine d'entraînement pendant le Speed West France, par exemple. Du coup, c'est plutôt agréable, quoi. Et aujourd'hui, être équipier sur un projet de classe 40 pro comme celui d'Yann, c'est quoi? C'est la moitié de ton année ou c'est Bah, j'aimerais bien que ça soit un peu plus, mais ouais, ça représente, ouais, cette année, ça représente à peu près la moitié, ouais, je pense. Donc là, on parle en nombre de jours, quoi. Un peu plus, peut-être un peu plus que la moitié quand même. D'accord. Et du coup, comment s'est passé le jeu que j'ai pas tous les chiffres. Vous faites un podium sur la Sable Horta en 2023, je crois, c'est ça? Avec Yann? Avec Yann? Non, c'était en solo en 2023, non.
Ouais, peut-être. Non, je sais plus. Ouais. Il y avait une année où c'était en solo, les sables Horta. Il y a la Normandie, parce que le circuit commence à être bien structuré. Il y a la Normandie. Ouais. J'ai pas les chiffres. C'est pour ça que je te demande. Mais avec Yann, la première course que je fais avec lui, c'est le défi Atlantique. On Ouais. revient des Antilles, là, et donc c'est une course qu'on gagne. Et après, on fait un podium, et puis je me souviens plus trop, mais globalement, on fait toujours bien placé, à part sur la Jacques Vabre, où on démate à la première étape. Et du coup, on fait deuxième à la deuxième étape, mais on a tellement de pénalités sur la première que on fait 19e, je crois, au général. Et puis après, il y a eu le nouveau bateau. Donc le nouveau bateau, la première course qu'on fait avec, c'est pas terrible. On fait une place de 9, je crois, ou c'est à la Normandie, je crois, il me semble. Et puis voilà, donc il n'y a pas eu tant de courses que ça en fait en classe 40. Vu qu'on a eu le projet de la Globe 40, si tu veux, on n'a pas fait les Sables Horta, on n'a pas fait. Moi, je l'ai fait, mais sur un autre bateau. Et au mois de septembre, du coup, on fait le prologue de la Globe 40 qui fait Lorient Cadix. Et donc voilà. Donc, et là, on gagne les deux étapes, quoi. Donc, enfin, les deux legs, quoi. Et raconte-nous ce que c'est sur une année comme 2025, par exemple. C'est quoi tes autres engagements sur une. Tu reprends ta vie d'équipier là. Ma vie d'équipier. Donc, Ouais, raconte-nous ce que c'est une saison comme la tienne en 2025 avec une moitié de Crédit Mutuel et l'autre moitié. C'est quoi l'autre moitié, ça a été pas mal d'IRC avec Jerry. Cette année, j'ai fait que deux projets principaux, on va dire. Et donc Jerry, il a un 43 pieds IRC qui est de semi-course, on va dire. Et donc on a fait Cosdinar et le Fastnet ensemble. Donc ça, c'est des courses en manche. Et après, on est parti en Méditerranée où on a fait le Tour de Corse et la Middle Sea. Donc voilà. Donc ça fait pas énorme de combats. Après ça, avant ça, j'ai fait quand même le Speed West France avec eux et les entraînements d'hiver à la Trinité. Donc ça fait quand même pas mal de jours au final. Et puis voilà, après, c'est ce que je te disais, cette année j'ai fait les Sables Horta aussi avec un autre projet en classe 40, avec Rupert Henry, qui est un Australien, qui a un lift V3, ou je sais plus à quelle version ils sont. Mais, je crois que c'est un V3 construit là-bas, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est lui notamment, je crois, qui avait commandé les moules à l'Archi avant Corentin. D'accord. Et du coup, voilà. Et puis là, je repars au mois de décembre. Donc au final, ça va faire quand même pas mal d'absence. C'est pas la plus grosse année que j'ai fait. Les plus grosses saisons, ça m'arrive de naviguer dans 4 ou 5 projets différents. Il y a une année notamment, j'avais fait du Cap 31 en plus. J'avais fait du l'Ocean 50 en plus de l'IRC. Donc voilà, j'ai envie de dire, moi j'aime bien. Si j'ai la possibilité de naviguer sur plein de supports différents, je suis content. Et l'année prochaine, du coup, elle se déroule comment? Et l'année prochaine, écoute. Souvent, les équipiers à qui on pose cette question-là, et souvent le carnet de balles n'est pas forcément plein. Il y a beaucoup d'appels en cours de route, quoi. C'est clair. C'est typiquement dans la saison, dans la période où les gens ils se réveillent pour faire un. Alors le problème, c'est que c'est une année route du Rhum. Du coup, les courses, les grandes transats, il y en a pas en double. Donc, si tu veux naviguer sur une transat, faut monter ton projet. Chose que j'ai pas commencé à faire, donc ça va être compliqué. Et puis, c'est pas si simple que ça aujourd'hui. Il y a une qualif à faire, enfin il y a une sélection. Bon, je pense qu'en nombre de 1000, je suis pas mal, mais c'est surtout trouver le budget pour faire tourner le bateau. Tu vois, le bateau, on l'a, mais on voulait le vendre, donc je suis pas sûr que Redman dise bon, ok, tu repars. Et puis là aujourd'hui, je vois pas l'opportunité de le faire, de trouver le financement pour le faire, si tu veux. Donc je me suis pas épuisé dessus. Je sais qu'Yann m'avait demandé à un moment de continuer à l'accompagner sur l'année route du Rhum. Donc on va en reparler sûrement là quand on va se revoir à Sydney, je pense. Et puis voilà. Après, alors Jerry normalement navigue plus sur son 43 pieds, voilà. Donc je sais pas encore s'il va faire d'autres courses ou pas l'année prochaine. Je pense que oui, mais sur quel bateau, on ne sait pas encore. Donc voilà, donc le carnet de balles, comme tu dis, il est encore assez open et puis voilà. Donc c'est sûr que c'est maintenant qu'il faut commencer à prendre les contacts. C'est là que la saison, c'est en ce moment que la saison prochaine se construit. Ouais, ça, c'est à la fois c'est maintenant et à la fois j'ai envie de dire c'est sur du long terme aussi, quoi. Tu vois, c'est au fur et à mesure que tu croises les gens. Tu parles de projet, le feeling passe bien avec certaines personnes ou pas.
Voilà, c'est un ensemble de choses, quoi. Et c'est souvent comme ça? C'est-à-dire qu'en fin d'année, comme ça, tu n'as pas forcément de visibilité? C'est trop, chaque année comme ça? trop souvent comme Trop ça. souvent comme ça. Sauf quand tu as ton projet. Voilà. Ça, c'est le seul point, enfin le seul. C'est un des points positifs d'avoir son projet, c'est que tu te poses pas la question de savoir ce que tu vas faire l'année d'après, quoi. Tu sais que tu as ton projet à faire tourner, que tu as du taf plus que qu'il n'en faut, et voilà. Et c'est toujours des contacts entrants ou il faut que toi, tu décroches ton téléphone, tu te vendes Moi, je suis pas mal contact entrant, mais ça m'arrive de me placer sur des trucs, mais c'est rare, quoi. Et en général, moi, les rares fois où j'ai des expériences où j'ai essayé de me placer sur des trucs, ça a jamais vraiment abouti, en fait, si tu veux. En général, quand ça aboutit, c'est que les gens ils viennent te chercher parce qu'ils ont envie, tu vois. Et Ouais, mais tu pourras aussi avoir envie. Après, il y a des projets qui pourraient t'attirer fortement. mais moi, tout m'attire, moi. Ah oui. Moi, tout m'attire. Tout. Et tu prospectes personne parce que sinon tu devrais prospecter tout le monde, quoi. Bah oui et non. Après, je prospecte personne parce que pour l'instant, j'ai pas eu la nécessité de le faire, on va dire. Peut-être, j'en sais rien. Hein. Et puis, je sais pas, je suis pas fait comme les autres, j'en sais rien, je fonctionne pas pareil, quoi, je sais pas. Est-ce que ça t'est arrivé d'accepter les embarquements pour bouffer? C'est une question qui est dure, ça, quand même. Pour bouffer, non, mais Je suis ça m'est arrivé de refuser. Je suis un petit peu direct, mais il y a des projets qui sont éclatants et d'autres projets où tu sais que. Non, mais ça m'est arrivé faut faire bouillir la marmite. Non, mais ça m'est arrivé, par contre, à l'inverse, de refuser des projets parce qu'il n'y avait pas de paye, quoi. Oui. Et pourtant, sportivement, ça aurait été intéressant, mais les mecs payaient pas, et du coup, à un moment, ça aurait été intéressant, je pense, parce que le support était sympa, mais je pense que j'aurais apporté beaucoup plus à l'équipage que le support m'aurait fait découvrir, quoi, si tu veux. Donc, dans la balance, il n'y avait pas photo. C'est pour ça que j'ai refusé. J'ai dit, en fait, tant pis. Et voilà. Mais inversement, est-ce que j'ai accepté des plans pour nourrir ma famille? Je crois que jamais je me suis mis dans cet état d'esprit, en fait. C'est bien. Jamais. J'ai toujours... je me suis toujours dit, je prends les plans... sur lesquels je vais passer du bon temps, quoi. Enfin, du bon temps. Tu vois, ça va pas être de la prise de tête. Et j'ai envie de dire, les plans, ça m'est arrivé d'avoir des plans où l'ambiance s'est dégradée et en fait, je suis parti de moi-même. Hein. Tu vois, je n'attends rien de personne. Je sais pas. D'ailleurs, ça a vexé l'autre, mais bon, c'est comme ça. À un moment, tu vois, tu peux pas. Faut pas vivre contraint, quoi. Tu vois, la vie est trop courte. T'as qu'une vie. Faut se faire plaisir, quoi. Alors, j'ai eu le choix de le faire pour l'instant. J'avoue que c'est une grande chance et que voilà, j'en ai conscience. Peut-être qu'un jour, je devrais accepter des plans où c'est pour bosser et c'est pour nourrir ma famille et pas pour le plaisir. Mais non. Mais je pense que ce jour-là, j'arrêterai de faire de la voile en compétition. Je ferai autre chose. Et il y a des projets aujourd'hui où l'équipe t'appellerait et ça serait pas payé, tu dirais oui tout de suite? Faut peut-être pas que tu répondes parce que sinon ils vont le faire. Bah en fait non, mais je sais pas, toi j'ai 50 ans donc moi j'estime que j'ai une expérience qui est énorme, quoi, et que je peux. Non mais ma question c'est est-ce qu'il y a des projets qui te font rêver et qui t'ont pas encore appelé? Bah il y a plein de choses qui me font rêver. Après de là à y aller, tu vois, moi quand je pars de chez moi, enfin mais j'ai deux enfants qui grandissent, ma femme aussi, elle me manque, je leur manque aussi beaucoup, très bien. Tu vois, donc ma question elle est pas tant de ce côté-là, elle est plutôt du côté est-ce qu'il y a des projets qui te font vraiment rêver, quoi? Bah il y a plein de projets qui me font rêver, tu vois, de naviguer sur Ferrari, ça doit être juste démentiel, quoi. On n'a pas encore vu le bateau, mais c'est quand même le plus gros monocoque volant qui va être sorti. Il faut que t'expliques un peu ce que c'est, parce qu'il y a pas beaucoup de... Il y a un petit peu de com, mais pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup, parce qu'ils montent pas de photos, ils montent pas de plans, rien. C'est un grand monocoque de 100 pieds ou 120 pieds, je sais plus, enfin c'est un truc énorme qui va être 100 pieds. Plan Guillaume Verdier, construit en Italie. Pour Ferrari, pour Giovanni Soldini, et qui est un bateau qui va être normalement volant, un monocoque volant de 100 pieds, quoi. Donc on a tous un peu hâte de voir ce que ça va être, parce que c'est... On dirait, en gros, c'est un bateau de la Coupe d'Amérique avec une quille. Je vais schématiser. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui fait pas 75 pieds, mais qui fait 100 pour pieds. aller au large, quoi. Ouais, qui n'est pas fait pour naviguer entre trois bouées. Non, qui est fait pour aller pour faire un Jules Verne, en gros. Ça va être quand même moi, technologiquement parlant, ça va être la machine la plus évoluée sur la planète, quoi. Tu vois, pour faire de la compétition de voile. Donc forcément, ça fait rêver d'aller sur ces bateaux-là.
Après, est-ce que je n'irai pas payer? Je suis pas sûr, quoi, tu vois. Parce que c'est quand même des gros projets où, bah, quand tu pètes un truc, bah, ça coûte du Non, pognon. ma question était vraiment sur le projet Ouais. qui te faisait rêver. Ouais. Je prenais cet argument-là pour les sélectionner. Mais, Non, non. Mais après, de faire de l'ultime, bah, c'est sûr que c'est pareil, c'est des machines, c'est le plus haut niveau technique et que tu trouves sur la planète. Donc forcément, ça fait toujours rêver d'aller naviguer sur ces bateaux-là. Puis tu pars moins longtemps quand tu fais une transat en ultime. Mm. Tu vois. On sent que l'éloignement de la famille est quelque Bah, chose d'important. Hein. écoute, moi, les Ouais. enfants, mon grand, il est ado et ma petite, elle rentre dans l'adolescence. Donc, c'est des moments où il faut être présent. Et heureusement, j'ai une chérie qui gère très très bien tout ça. Mais je sens que parfois, ils me disent il nous manque un papa de temps en temps. Quoi. Donc, voilà. Et on n'a pas parlé du tout de Vendée Globe. C'est quelque chose qui n'a jamais été dans ton Bah, c'est un peu ce que je te viseur. disais, c'est que le solitaire, c'est pas forcément un truc qui m'attire plus que ça. Après, je l'ai fait parce que je voyais pas me faire une carrière de marin sans faire du solitaire, sans faire une route du Rhum, tu vois. Après, le Vendée Globe, ça existait pas quand j'étais tout petit, si tu veux. Ça existait quand j'étais ado, voilà. Donc ça m'a fait rêver, oui et non, et à la fois je l'ai touché très tôt parce qu'avec mon oncle qui l'a faite, j'avais fait une rentrée dans le chenal avec lui quand il était arrivé sur son petit jaune, comme il l'appelait à l'époque. Donc ça, c'est son deuxième Vendée Globe. Ouais, Troisième. c'est le Deuxième. VM Matériaux en 50 pieds. Tu sais, il avait fait Ouais. en 50 pieds, il avait gagné en 50 Ouais. pieds Donc c'est le d'ailleurs. deuxième ou le troisième Vendée Globe. C'est le deuxième, je Deuxième. crois. Parce que le troisième, je crois qu'il l'a refait en 60, Ouais, je c'est ça. crois. Et il a fait le tout premier. Et il a fait tout le premier. Malheureusement, il avait dû abandonner parce qu'il avait que 10 pilotes automatiques. À l'époque, c'était du consommable. Et il avait dû faire 15 jours avant le Cap Horn sans pilote. Donc, je sais pas trop comment tu fais quand c'est comme ça. Enfin, c'est un peu des surhommes, quoi. Et du coup, donc c'était dans ton imaginaire d'ado, quoi. Mais Bah oui, mais sauf c'est pas aller plus loin, quoi. que c'est ce que je te disais, le solitaire, en fait, c'est quand même un exercice qui est particulier. Alors oui, on se dit quand tu fais faire du solitaire, tu sais tout faire, mais en fait, quand tu fais du double, c'est pareil, tu sais tout faire. Et moi, il y a un côté où être deux, ça me rassure aussi, tu vois, parce que mine de rien, il t'arrive un truc, bah t'es quand même mieux à deux que tout seul, parce que tout seul, tu te fais traîner par ta longe à l'extérieur de ton bateau. Si t'es à plus de 6 nœuds, tu remontes jamais. Hein. Donc, alors que si t'as un mec qui est dedans, il peut sortir, arrêter le bateau, t'aider à remonter. Il y a quand même un côté risque qui est pas négligeable. Hein. D'ailleurs, si t'as pas le droit de faire de la navigation en solitaire, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quand même un côté risque qui est humain, où tu rentres dans une autre dimension, et c'est un truc que je trouve dommage d'augmenter ce risque-là pour un plaisir au final, quoi, tu vois. Après, tu me diras, va dire ça aux mecs qui font du planeur ou du saut à l'élastique, tu vois. Bon, l'adrénaline, ça fait vivre plein de gens, mais l'adrénaline modérée, quoi, enfin cadrée, quoi, on va dire. Et on n'a pas parlé non plus de Volvo, The Ocean Race, qui Ah bah correspondrait ça, assez typiquement à ton profil, quoi. c'est le truc qui me manque c'est le truc qui me manque aujourd'hui, c'est de faire un tour du monde en équipage sur une Volvo, ouais. Bah c'est sûr, moi il y a un moment où j'étais même à me demander si j'allais pas essayer de monter un projet mais bon, quand tu vois les budgets et tout ça, et, mais c'est sûr que c'est le truc qui me manque. Et d'ailleurs, si je fais la Globe 40 cette année, c'est pas non plus complètement pour rien. C'est que je vais naviguer dans le Pacifique, je vais faire mon Cap Horn, tu vois. C'est peut-être une solution pour moi aussi de rayer Cocher les cases. de cocher les cases de la liste sans forcément que ça soit en Ocean Race. Mais pour l'instant, je pense encore avoir apporté pas mal sur des projets comme ça. Parce que justement, je suis un peu spécialiste de l'équipage réduit, et puis, je pense avoir une bonne expérience, même si c'est sur des IMOCA où j'ai très peu navigué au final en IMOCA, mais j'ai quand même un peu navigué dessus. C'est des bateaux qui sont sympas et ça reste de la voile, quoi. Donc, moi, je suis sûr que j'ai toujours un temps d'adaptation très rapide sur tous les supports sur lesquels j'ai été. Ça me fait pas peur d'arriver sur un IMOCA. Et en 6 mois, je suis sûr que ça peut marcher bien, quoi. Donc, Tu fais encore les entraînements d'hiver à la Trinité ? c'est marrant que tu dises ça parce que je les avais pas fait depuis un paquet d'années, et j'ai refait le week-end dernier. J'ai navigué samedi
Là encore, parce que j'étais curieux, j'ai navigué sur un 50 pieds SCO IRC, donc avec quille basculante et dérive. Ah ouais. Ouais. Qui a été C'est quel bateau ? construit. Alors, c'est Palanade 5 ou 6, je sais plus, enfin, ou 4, enfin bon, bref. Et c'est un bateau qui a été construit chez JPS à la Trinité. D'accord. Et du coup, C'est voilà. un plan- Mais c'est moi, un ça plan quoi ? fait, c'est un plan Manuard. Ouais. D'accord. Et du coup, moi, ça fait des années que je dis en IRC, là, il y a un trou de jauge, faut envoyer l'ESCO en IRC, ça va faire un drame, c'est sûr. Et là, ça me fait marrer qu'il y a un mec qui soit vraiment lancé dans le truc. Mais bon, ils ont été un peu forts, quoi. Ils ont mis tous les appendices pour que le truc aille super vite tout le temps. Moi, j'aurais été un peu plus simple. J'aurais fait un SCO classique comme un classe 40 avec pas une quille qui bascule, pas de dérive. Il aurait eu un meilleur rating, le bateau, et au final, je suis pas sûr qu'il aurait été. Et c'est pour quel propriétaire ? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, moi. J'en sais Je rien. crois que Palanade, c'est des bateaux assez connus. Oui, bah il était en classe 40 avant, donc non, c'est des clients du chantier JPS, voilà. D'accord, très bien. Et donc c'était la première fois depuis pas mal de temps que j'avais pas fait les entraînements d'hiver à la Trinité, et c'était marrant, c'était sympa. Tu revois un peu les ambiances, c'est un peu pareil qu'il y a 20 ans, c'est vrai qu'il y a 20 ans au final. Et c'est par là que tout a commencé. Et c'est par là que tout a commencé, ouais. Très bien. Eh ben, écoute, Antoine, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce parcours assez différent des autres, hein, avec beaucoup de. J'ai pas cité ton palmarès, je le cherchais tout à l'heure. Ça va être trop long, laisse tomber. Ça va être trop long. Ça, c'est une spéciale dédicace pour Yann, qui fait que de me chambrer avec ça. Mais je crois que je sais plus combien de. Tout à l'heure, j'avais vu ça, mais je crois que tu as gagné 5 fois ou 6 fois le Fastnet ou 7 fois. Bah 6 fois là cette année. Six on fois, a gagné encore cette année. Voilà, on a eu un peu de chance cette année. Voilà, donc il y a des Spi West France en pagaille, il y a des Tours de France en pagaille, enfin bref, voilà. Ouais, bah c'est sûr que j'ai eu T'as pas bouffé mal des de milles, quoi, réussites. hein, J'ai eu pas mal de réussites dans ma carrière. J'ai été associé avec les bonnes équipes, notamment je pense à Courrier Dunkerque, tu vois. Et puis voilà quoi. Eh ben merci en tout cas, merci pour nous avoir emmené sur ces milliers de milles en ta compagnie. On te souhaite que le téléphone sonne assez rapidement. J'espère que je vais peut-être le prendre à un moment aussi. Quoi. Bah, tu vas pouvoir l'ouvrir parce que je fais mettre le téléphone sur avion aux invités et là peut-être qu'il y a des demandes. Et puis j'espère surtout qu'il y aura des demandes une fois que le podcast sera sorti. Ah bah écoute, je te tiendrai au courant. Ouais. Avec plaisir. Merci Antoine. Salut. Merci à vous.